Salut à tous et bienvenue sur le podcast Ascension Grimpe. Aujourd'hui, je publie enfin les études de cas. Alors, qu'est-ce que c'est une étude de cas? Le but, c'est d'analyser le parcours d'un client chez Ascension, pourquoi il est venu nous contacter, comment on a travaillé avec lui pour atteindre ses objectifs et quels résultats concrets il a obtenus. Vous aurez ainsi un aperçu de ce qu'on peut vous apporter concrètement si vous avez des objectifs précis, que vous voulez être suivi par des professionnels avec une méthode qui a fait ses preuves, qui est claire et qui est adaptée à vos contraintes et à votre emploi du temps. Je vous souhaite un très bon visionnage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à nous envoyer un message privé sur Instagram. Et bien sûr, tous les liens sont en description pour réserver votre appel, pour démarrer votre transformation à vous. C'était tout pour l'introduction et je vous souhaite un très bon visionnage. Mais salut à tous, aujourd'hui on se retrouve du coup avec Jorel pour cette étude de cas. Pour faire très simple, les études de cas c'est quoi? C'est vraiment des bilans où je prends le temps d'expliquer un peu comment on a travaillé tous les deux avec Jorel pour t'aider à progresser, t'aider à atteindre tes objectifs tout simplement. Et je vais te laisser te présenter, du coup pour les viewers qui te connaissent pas, que tu me dises très rapidement un peu, juste toi de manière globale, vraiment une petite présentation rapide et après je te pose des questions un peu plus en détail sur ton expérience de grimpe, etc. Moi, je m'appelle Jorel, j'ai 35 ans. J'ai toujours fait un peu de sport. Avant, je faisais du judo quand j'étais plus jeune. Et j'ai commencé après à grimper, je dois avoir 26 ans. J'ai grimpé pendant 2 ans à peu près. À l'époque, c'était une fois par semaine, juste le week-end, parce que professionnellement, je pouvais pas faire mieux. Et puis après, il y a eu le Covid qui est arrivé, donc j'ai arrêté pendant 3 4 ans, je sais plus exactement combien de temps. Et j'ai repris là maintenant, il y a 3 ans, quelque chose comme ça. En fait, j'ai changé de métier, donc moi, je suis ingénieur informatique et du coup, j'ai changé de boîte. Du coup, je suis dans un endroit où j'ai une salle de grimpe à côté de chez moi, donc je peux grimper le midi. Et donc, l'idée, c'était de grimper de manière beaucoup plus régulière que à l'époque, une fois par semaine. Donc voilà. Et maintenant, ça doit faire que je grimpe vraiment peut-être 3 4 fois par semaine. Ça doit faire 1 an et demi, un truc comme ça. On y reviendra peut-être, mais voilà, j'ai eu des périodes où j'ai commencé, après j'ai arrêté, etc. Enfin, à cause de quelques problématiques, mais voilà. Ouais, c'est un peu aussi le but du coaching et de la visio, là, c'est que je montre un peu comment on a géré un peu tout ça, toutes ces contraintes professionnelles, vie de famille aussi, etc. Comment gérer vraiment quand on a un emploi du temps qui est chargé, c'est vraiment la clé selon moi parce que tu peux pas t'entraîner, je sais pas, 5 fois par semaine quand t'as un job, quand t'as une vie de famille, etc. Enfin, c'est juste pas possible. Ou alors si c'est possible, c'est vraiment que souvent il y a des sacrifices derrière qui sont faits, que tout le monde n'est pas Mhm. prêt à faire aussi. Mais voilà, si je fais un gros résumé, tu grimpes depuis environ 4 ans, si on compte pas la coupure qu'il y a eu entre les Ouais, deux, ouais, Covid, etc. Les 2 premières années, c'était plutôt, voilà, un peu, j'ai envie de dire, pratique loisir avec 1 ou 2 séances par semaine, etc. Et suite à ça, après, il y a eu changement d'environnement, et donc tu pouvais aller à la salle plus souvent. Et depuis 2 ans, tu grimpes à peu près 3 4 fois par semaine, voilà, de manière beaucoup plus régulière. Pour qu'on mette un contexte aussi en termes de niveau, parce que c'est intéressant pour qu'on s'en rende compte aussi, euh, au cours de cette période de 2 ans, donc les 2 premières années où tu grimpais, on va dire en mode loisir, t'es parti de quel niveau, t'es arrivé jusqu'à quel niveau, et, euh, et du coup, après, on parlera beaucoup plus en détail de la partie 2 parce que du coup, je t'ai suivi sur une grosse partie de la partie 2. Mais voilà, sur cette première partie, comment ça s'est passé un peu tes débuts du coup en grimpe en termes de niveau, d'expérience, etc. Enfin, plutôt blog, diff, tout ça. À l'époque, je grimpais que à block-out et c'était avec les anciennes cotations. Donc, dès le départ, j'ai essayé un peu les bleus, les machins. Enfin, en 2 3 séances, elles sont presque toutes passées. Et donc, je suis très très rapidement arrivé dans le rouge à l'époque. Et après les 2 ans de pratique, je commençais à tester des blanches. J'en avais jamais réussi à l'époque, mais en tout cas, je commençais à m'entraîner en séance de bloc max. Enfin, je n'avais pas encore des séances caractérisées, mais quand je faisais des blocs durs, voilà, je testais le blanc à l'époque. Donc, je sais pas trop à quoi ça correspond aujourd'hui, je me souviens plus, mais Ouais, je dirais que rouge, ça doit être. En fait, je compte 2 cotations, tu vois, genre les anciens verts, c'était 13-14 aujourd'hui, enfin les B13, B14. Les anciens noirs, c'est B11, B12. Après, voilà, il y a des variations, hein, c'est toujours pareil en fonction des salles et tout. Mais c'est à peu près ça, tu vois, chaque couleur équivaut à peu près à 2 cotations. Donc si on le fait à l'envers, vert c'est B13, B14, noir c'est B11, B12. Et blanc ce serait B9, B10. Donc c'est à peu près ça, tu vois, si on fait la conversion. Et du coup, rouge c'est B7, B8. Oui, c'est ça, B7, B8 à peu près, ce serait de l'ancien mm. rouge. Donc ouais, si on fait la traduction des cotations, en gros, t'étais, on va dire, à l'aise dans le B8, si je fais vraiment un gros arrondi, et tu Ouais, je commençais à pense. travailler des B9, B10 au bout de 2 ans d'escalade à peu près. Et ensuite, il y a eu la pause Covid, vraiment pause forcée.
Et ensuite, quand tu as repris, c'était quoi du coup un peu ton niveau après la reprise? Je parle un pas au moment de la reprise, après quelques mois de repratique où tu commençais à grimper plus régulièrement. Et surtout, bah, juste avant qu'on commence le suivi, c'était quoi un peu ton profil de grimpeur, éventuellement tes problématiques et qu'est-ce qui a fait que potentiellement tu t'es dit je vais peut-être prendre un coach? Ouais. Alors du coup, j'ai repris il y a. Alors, quand j'ai repris en septembre et j'ai dû arrêter en décembre parce que je m'étais fait mal au doigt. Et dans cette période-là, je grimpais, j'étais dans B10. Je devais être, les B9 en gros elles passaient, et je grimpais plutôt dans du B10, voilà, mais pas du tout de B11. Ouais. Donc ça a duré 3-4 mois parce qu'après j'ai arrêté. Et du coup, quand je m'étais fait mal, je me suis dit je vais attendre que ça passe. Et j'ai attendu, je sais pas, j'ai attendu au moins 9 mois que ça passe. Et ça m'a amené du coup au mois de septembre d'après, qui était du coup, j'ai du mal, attends, c'était quoi, il y a un an et demi maintenant, il y a un an et demi, où là Ok. j'ai repris en me disant, bon bah voilà, c'est reparti, j'ai plus mal, et je cherche aussi de l'information, je lis des trucs sur Internet, etc., pour essayer de faire des choses un peu plus qualitatives, quoi. Ouais, c'est ça Et parce là, en que reprenant, j'étais le même niveau qu'un an après, pareil, j'étais dans du B10. ouais, donc du coup, tu as eu, si je fais un gros résumé, c'est toujours pareil, je résume beaucoup, mais c'est aussi Ouais, le but ouais. des intros comme ça. En gros, tu stagnais autour du B10 et tu as eu ces problèmes de douleur au doigt parce que tu essayais de faire du plus dur et peut-être trop de charge au niveau des doigts ou pas assez de capacité. Enfin, on va y venir après dans la démonstration un peu Ouais. pratique. Et du coup, nous, on a commencé le suivi. Là, je suis revenu sur la fiche semaine 1 en février-mars. Oui, en mars Ouais. 2025. C'est ça qui est bien aussi avec le fichier. Bah, de toute façon, tu auras accès permanent au fichier. Ça, c'est un truc que tu vas garder. Tu pourras aussi comparer, tu vois, les séances que tu faisais avant aux séances que tu fais maintenant, même les objectifs, etc. Enfin, c'est vraiment trop cool d'avoir ce petit suivi-là. Mais du coup, pour faire très simple, qu'est-ce qui t'a fait un peu une sorte de déclic où tu t'es dit, ok, je suis dans ce niveau-là, donc on va dire dans le B10 plus ou moins. Voilà, j'ai peut-être envie de faire plus, j'ai envie de. Enfin, j'ai des objectifs, d'ailleurs, tu pourras nous en reparler aussi de la partie vraiment objectif. Pourquoi tu t'es dit, je peux potentiellement mieux y arriver si je fais appel à un coach et qu'est-ce qui. Enfin, ça a été quoi la démarche en gros dans ta tête où tu t'es dit, ok, là j'ai besoin d'une aide extérieure plutôt que de te dire, bon, bah je vais essayer tout seul, je vais m'acharner, etc. Ouais. Alors moi déjà, initialement, j'ai un profil, je fais tout seul. Tout. Enfin, chez moi, il y a un plombier, je l'appelle pas, je fais tout seul. Donc pour moi, c'était pas du tout naturel de faire appel à quelqu'un, quoi. Vraiment, c'était à l'opposé de ce que je peux avoir l'habitude de faire. Après, donc j'ai redémarré et j'avais un objectif. Enfin, j'ai vraiment envie de vraiment progresser, pas juste m'améliorer un peu comme ça sur un an ou deux, vraiment sur le long terme, me dire voilà, enfin, on en parlera plus tard, mais des projets spécifiques en XT et tout. Et donc là, j'ai commencé à m'entraîner avec des séances, à regarder des informations que je pouvais trouver sur Internet. Et pas forcément de l'optique de prendre un coach du tout, parce que je l'avais jamais envisagé, pour être franc. Je l'avais jamais envisagé. Et donc là, j'ai commencé à regarder tes podcasts, où il y avait plein d'informations que j'ai essayé d'appliquer, etc. De recroiser après avec d'autres informations que je trouvais ailleurs. Et en fait, plus on avance, plus on essaie de faire soi-même ces séances, plus on se rend compte que c'est quand même ultra vaste, qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites. Finalement, on peut être un peu perdu, on ne sait pas exactement quoi faire, etc. Donc on teste des trucs. Et comme en plus, moi, je m'étais déjà blessé l'année d'avant en faisant du renfort, justement, je m'étais dit, bah voilà, je vais faire des suspensions pour avoir moins mal et tout, pour augmenter ma force. Et au final, je m'étais blessé. Donc là, je me suis dit, je vais essayer de faire les choses quand même un peu mieux. Donc là, j'ai commencé, pareil, voilà, à suivre un peu les comptes Insta, chercher de l'information à droite à gauche, et en me disant, je vais pas prendre un coach tout de suite, je vais d'abord réfléchir pendant un an, et puis dans un an, genre fin 2025, début 2026, à ce moment-là, je prendrai un coach si jamais voilà, j'ai pas réussi. Et au final, dans cette recherche d'information, on a été en contact. Donc là, tu m'as contacté, on a commencé à échanger, etc. Et du coup, là, voilà, j'ai pas, même si de premier abord, je suis pas du genre à aller avec un coach, j'ai pas fermé les portes. Je me suis dit, bah, voyons voir ce que ça peut donner, échangeons un peu. Et puis en échangeant, je me suis dit que ouais, il y avait peut-être quelque chose à faire. Et comme j'ai 35 ans,
Et je sais que mes années sont un peu comptées. Alors évidemment, je dis pas que je suis fini, mais Ça j'ai envie fait dur comme d'avoir. phrase de dire ça, mais non, mais je te comprends totalement. Et ça, c'est une question, désolé, je te Voilà. coupe, mais c'est une question qu'on Non, m'avait vas-y, vas-y. posée. On m'a posé plein de fois cette question, même dans des podcasts ou des trucs, c'est dans des FAQ, de jusqu'à quel âge tu penses qu'on peut progresser, etc. Et j'avais toujours répondu à cette question en disant qu'en fait, tu peux progresser même jusqu'à 60 ans. Après, ça dépend dans quel style de grimpe, etc. Bien sûr, tu vas pas être, je sais pas, champion de France de bloc en compète à 60 ans, même en vétéran. Mais par contre, souvent, ce qui pose problème, c'est les contraintes en fait. C'est-à-dire qu'arriver à un certain âge, t'as plus le temps, ou t'as plus l'envie, ou t'as juste pas la capacité de te dire, ok, je vais grimper 4 fois par semaine pendant 2 heures, je vais faire 3 fois du renfo pendant 1 heure, je vais faire mes étirements, je vais bien manger, ceci, cela. En fait, c'est juste plus possible. Et du coup, tous ces trucs qui sont nécessaires pour progresser, arriver à un certain niveau, hein, c'est toujours pareil. Là, je suis pas en train de dire qu'il faut s'entraîner 7 fois par semaine pour grimper du 7C ou quoi. En fait, c'est juste des sacrifices qu'on est plus prêt à faire. Et du coup, c'est ça qui limite vraiment notre niveau. En fait, c'est Ouais. notre potentiel et les actions concrètes qu'on peut mettre en place. Mais du coup, voilà, je ferme la parenthèse. Mais enfin, comme tu dis, c'est plus les années avancent, moins tu as de temps pour agir. Mais je pense personnellement, tu vois, que même j'étais en stage avec Laurent Vigouroux, tu sais, c'est le patron de la Smartboard, Ouais. qui lui, il est. Ah, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais il est proche de. Il doit avoir genre 44 ou 45 ans, tu vois. Et il a fait son premier 9A, je crois que c'était à 44 ans, enfin, on va dire milieu de la quarantaine, tu vois, pour pas que je dise de bêtises. Après, voilà, il était déjà très bon falaisiste, c'est pas comme s'il était parti de 7A pour arriver à 9A en 3 ans. Il faut toujours remettre dans le contexte, mais c'est possible de progresser sur des trucs vraiment spécifiques quand on a vraiment un objectif, etc. Donc, on fera la transition aussi avec la partie objectif. Et voilà, je ferme Ouais. cette petite parenthèse. Hmm. C'est rassurant et en même temps, tu vois, parce que moi, au final, les contraintes paniques, je les vois bien parce que j'ai parlé un peu de mon travail et tout, mais j'ai aussi deux enfants qui ont 4 et 7 ans. Donc, évidemment, voilà, des fois, ça peut être compliqué en termes de planning. Donc, moi, c'était pas forcément le point planning en tête parce que quand je veux vraiment quelque chose, j'essaie de m'organiser pour. Alors, je vais pas sacrifier, mais en tout cas, voilà, je veux dire, moi, je vais pas sortir en boîte, faire un truc comme ça. Je vais préférer faire du renfo chez moi, ou faire ma séance. Donc, Moi aussi. je suis assez à l'aise avec ce genre de truc. Voilà. Mais c'était plus les aspects physiologiques et physiques, c'est-à-dire que je me rends bien compte avec le temps. À l'époque où je faisais du judo, je me faisais mal. Une semaine après, j'avais plus mal. Ouais. Aujourd'hui, je me fais mal. Une semaine après, j'ai encore mal. Et comme je fais du bloc, c'est aussi plus compliqué d'augmenter, continuer à progresser tard par rapport à la difficulté. Donc, c'était ça de me dire, essayons de maximiser le temps encore frais qui me reste, on va dire jusqu'à 40. Et puis après, on fera au mieux, mais de maximiser et pas perdre de temps, en fait. Ouais. Mais c'est vraiment bien. Et là, si je reviens sur deux trois points, moi je prends des notes, c'est aussi pour ça que tu me vois baisser les yeux. Mhm. Là, tu m'as dit en gros que pour faire très schématique, tu as voulu t'entraîner, tu as écouté les podcasts, tu as lu des livres, enfin voilà, en gros, tu t'es renseigné, tu as essayé Ouais, d'appliquer toi-même et tu t'es blessé en ouais, faisant du renfo. Si vraiment je schématise complètement. et que je fais des gros raccourcis. Euh, Ouais. Moi, ça, du coup, c'est vraiment un truc où je le dis à toutes les personnes que je coach, etc. Franchement, c'est l'erreur numéro un que je vois dans justement ce profil-là de personnes qui veut s'entraîner tout seul, etc., qui prend des infos un peu à droite à gauche et au final, tu sais pas si c'est adapté à toi, tu sais pas si c'est adapté à ton emploi du temps. Quand je dis adapté à l'emploi du temps, c'est même pas tant en termes de sacrifice temporel, c'est vraiment en termes de est-ce que tu as le temps de récupérer de tes séances. Ça, c'est un truc qu'on sous-estime aussi beaucoup. Mais tu vois, par exemple, je sais pas si tu fais une séance de 22 heures à minuit parce que tu peux t'entraîner que à ce créneau-là et que le lendemain tu travailles à 7 heures du matin, ta récup elle est pas top. Alors que si, je sais pas, t'es étudiant et que tu peux dormir jusqu'à 11 heures et que tu peux bien manger, bien t'hydrater, ceci, cela, et puis voilà, le lendemain, aller te réentraîner à 20 heures et que ça n'a pas trop d'impact sur ton sommeil, c'est pas du tout la même chose. Même si en soi, je sais pas, t'aurais le même taux de testostérone à 30 ans qu'un étudiant de 22 ans, tu vois. Enfin, il n'y aurait pas de grosse différence physiologique en tant que telle, mais c'est toutes les actions que du coup tu mets en place dans ton quotidien qui Non, mais impactent carrément. justement ta fatigue sur l'emploi du temps. Donc je reviens sur le truc où tu t'es blessé en faisant du renfo. Est-ce que tu te souviens comment tu t'es blessé? Un peu, je sais pas quel protocole t'avais fait, si c'est arrivé d'un coup, c'est-à-dire, je sais pas, t'as fait une suspension, je dis un truc au hasard, à 40 kilos et tes doigts ils se sont ouverts et ça a cassé, ou est-ce que c'était vraiment un truc, une inflammation qui s'est installée sur plusieurs séances, sur plusieurs cycles et tout? Tu te souviens un peu de cette période-là où tu t'es blessé en faisant du renfo ou pas? Je me souviens très bien. La première fois, donc c'était pas l'année dernière quand j'ai repris, il y a un an et demi, mais l'année d'avant quand j'ai obligé d'arrêter pendant 9 mois là. Mon renfo, il n'y avait aucun protocole. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai pas cherché assez d'informations. J'ai bien compris qu'il fallait que je fasse du renfo sur les doigts. Donc j'ai pris des réglettes sans trop d'échauffement. Je me suis suspendu au plus lourd possible que je pouvais. Et du coup, j'ai eu mal. Et du coup, après, la Ouais, douleur, elle est pas partie, quoi. Donc vraiment le truc, ça pourrait être presque être un sketch en fait. Je veux dire, c'est ouais, en n'importe cliché, quoi. on va dire, ouais.
Franchement, voilà. Par contre, la deuxième fois, 1 an après, là, par contre, la douleur, elle avait plus tendance à venir régulièrement. Donc là, c'était plus de l'inflammation chronique. Est-ce que c'était lié à la première fois ou pas? Ça, j'ai pas l'info. En tout cas, Ok. ça, c'était plutôt chronique. Mais je m'étais aussi blessé en faisant du renfort au niveau des bras, pour une raison simple, c'est que j'ai commencé à appliquer des protocoles. J'ai fait un échauffement avant, mais j'ai pas fait un échauffement avec une montée en intensité. Donc l'échauffement, il était trop léger. Et puis directement, je prenais les charges max plutôt que d'avoir quand De même monter des en étapes. gamme. Ok. Ouais, ouais, concrètement. Non, mais là, je note plein de trucs parce que c'est vraiment des concepts qu'on a mis en place au cours du suivi qui, au final, ont un Ouais, impact énorme sur la progression. Je vais revenir en détail hein, là-dessus pour ceux qui écoutent la vidéo, parce que là, on dit des mots, on dit des trucs, mais au final, il n'y a pas trop de concret pour l'instant, mais on est encore dans la partie introduction, même si on rentre bien en détail. Monter en gamme, je le note. Hop. Donc là, moi, l'erreur typique que tu as fait là, c'est de vouloir aller trop vite, trop tôt, c'est de faire du lesté avant de faire du volume. Je prends souvent cet exemple-là parce que là, tu vois, si je vais dans l'onglet où il y a toutes les feuilles de toutes les semaines qu'on a fait en termes de cycle, là, vous voyez, entre parenthèses, il y a écrit par exemple capacité. Moi, ce que j'appelle capacité, c'est ce que les gens appellent un cycle de volume. En fait, avant de faire de la force, ce qu'on a fait dans les semaines 5, 6, 7, etc., il faut faire vraiment ce cycle de volume pour être sûr que vous avez la capacité de euh, aller forcer sur un cycle de force. Chose que du coup tu n'avais pas forcément fait ou tu avais commencé direct en commençant par le lesté. Il y en a qui vont avoir ouais, de la chance ou en fait qui naturellement dans leur entraînement ça s'apparente un peu à un cycle de volume. Du coup le jour où ils commencent le lesté ils n'ont pas trop de problèmes parce que c'est comme si tu étais en cycle de volume permanent et du jour au lendemain tu commences un cycle de force donc ça va, l'impact il est léger. Par contre dans ton cas où tu disais que tu avais plutôt l'habitude de faire des séances plutôt bloc max dans les B10 etc où en gros tu essayais vraiment, je schématise, hein, je fais des gros raccourcis, mais voilà tu vas à la salle, tu essayes de faire le plus de B10 ou éventuellement un ou deux B11, tu rentres chez toi et tu répètes un peu cette séance en boucle, en fait, c'est comme si tu étais en permanence en cycle de force ou en cycle de performance. Et au bout d'un moment, il y a un truc qui se passe mal, ça c'est obligatoire. C'est vraiment tout le monde, euh, même les bloqueurs professionnels, tu vois, qui font des 8B, des 8C, etc. Ils font des cycles de volume, ils font des périodes off, ils font des semaines de deload. Il n'y a personne vraiment qui grimpe, je sais pas, toutes les semaines dans les 8A à blow et qui en sort toutes les semaines. Enfin, ça n'existe pas, tu vois. Ou alors c'est ton niveau max c'est pas 8A, tu vois, c'est que ton niveau max c'est 8C, 8C+, et que tu as une marge énorme et que tu vas pas te blesser dans les 8A, un peu comme si, je sais pas, toi tu faisais des B6 à toutes les séances quand ton niveau max c'est B10, bon bah tu vas pas trop te blesser dans les B6, c'est un peu la même c'est logique, clair. même si je fais des énormes raccourcis encore une fois. Mais voilà, là c'est vraiment un truc que vous pouvez retenir. Cycler son entraînement, c'est vraiment ce qu'on a mis en place dans ton suivi. Ça a eu un impact très concret. Là, on va voir après les chiffres, les pourcentages de progression, cette histoire de douleur aussi, comment on l'a managé, parce qu'à un moment dans le cycle, les douleurs elles sont un peu revenues. Après, on avait ajusté certains trucs pour que ça parte, etc. Et un des trucs aussi les plus importants, c'est, moi je dis toujours que, même dans les podcasts et tout, qu'on donne la batterie de test gratuitement, etc. Enfin, tu vois, là, tous les tests qui sont là en soi, j'ai le fichier, c'est un template et j'y donne l'accès gratuit. Mais après, c'est clair que là, si vous faites directement une traction lestée, une rep max, après juste avoir fait quelques tractions au poids de corps en échauffement, il y a les grands principes de l'échauffement qui ne sont pas respectés, de monter en gamme progressivement. Donc je prends un exemple. Là, dans les tests, c'était à 1,78 en traction. J'ai pas le chiffre exact que ça fait, mais ça doit faire une traction lestée à peut-être 45 kilos à peu près, environ. Ouais, ouais, presque 50, je crois, un truc Ouais, comme c'est ça. ça. Bon, je vais dire 50, ce sera plus simple. De toute façon, on pourrait avoir le chiffre, il faudrait juste faire la division dans l'autre sens. Là, j'ai collé que les valeurs. Mais imaginons, voilà, ton max c'est 50 kilos en traction. Dans l'échauffement, tu vas faire, c'est ce qui est écrit là, hein, tu vas faire quelques tractions scapulaires, quelques Frenchies, donc c'est des tractions avec des blocages. Il y a la phase vraiment d'échauffement en température, d'échauffement de coordination musculaire et tout, mais il n'y a pas cette phase de montée en gamme sur le système nerveux. Et ça, vraiment, c'est le but de l'échauffement spécifique. Et là, donc, dans ton exemple, ça pourrait être par exemple faire 3 répétitions à 10 kg, 2 répétitions à 20 kg, 2 répétitions à 30 kg, une répétition à. Je me suis arrêté à 30. Ouais, une répétition à 30, une à 35, une à 40, une à 45. Et en fait, voilà, tu es monté en gamme vraiment progressivement jusqu'à faire cette répétition max à 50. C'est hyper important ce concept de monter en gamme. Il faut le faire sur tous les exercices quand vous allez chercher vraiment du max. Sur les doigts aussi. Tu vois, on va pas juste être voilà, suspension pied au sol et direct après on fait une suspension max. Enfin, c'est juste pas possible. Et ça, c'est vraiment un truc où c'est intéressant pour ça aussi, ces études de cas, de montrer que des fois, c'est vraiment des conseils basiques. Je pourrais dire à tout le monde là à la salle, ah bah, monte en gamme progressivement dans ton échauffement avant d'aller grimper. Mais concrètement, comment le faire à chaque séance, etc., 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 c'est des choses où, comme tu dis, peut-être si tu es suivi et que tu sais vraiment écrit noir sur blanc, ah bah voilà, je sais pas, la cycle de spray wall, voilà, avant de faire mon bloc max sur 1 à 3 moves, je m'échauffe en potentiation en tirant pied au sol.
Bah là, clairement, c'est écrit, tu sais exactement quoi faire, que tu dois tracter sur 20 mm avec 30 secondes de repos. Tu as la vidéo de l'exercice, tu sais exactement quoi faire, donc ça change tout, selon moi. Et c'est un peu ce que tu l'as dit aussi avec ce côté un peu coaching. Euh, et du coup, donc là, on était vraiment sur la question de qu'est-ce qui t'a poussé plus ou moins à te dire, ok, potentiellement, je vais faire appel à un coach. Donc si je résume encore une fois, tu t'es dit, bon, en gros, je suis un peu perdu dans la masse d'informations. Quand j'ai essayé de faire tout seul, je me suis blessé. Donc pourquoi pas faire appel à quelqu'un et voir comment ça se passe. Et du coup, moi, ce que je t'avais proposé à l'époque, il me semble, c'était de faire un premier cycle de 4 mois, d'où les résultats là en semaine 16, et après de voir comment ça se passait sur les mois d'après pour potentiellement continuer. Donc là, après, on avait continué sur 12 semaines de plus, et voir bah, comment ça se passe. Est-ce que j'ai bien résumé, ou est-ce que tu penses qu'il faut rajouter d'autres choses ou... Non, c'est exactement ça. Ok, super. Ouais. Je regarde le sommaire une dernière fois, voir si j'ai oublié quelque chose. Euh, Oui, il y a une question hyper importante, c'est vrai que ça me vient pas en tête là comme ça, mais je l'ai noté sur le sommaire. Qu'est-ce qui a fait que tu m'as fait confiance? Parce que tu as dit que on est rentré en contact, enfin voilà, tu as écouté mes podcasts, peut-être je t'avais envoyé un message sur Instagram ou quoi. Qu'est-ce qui t'a fait te dire, ok, là j'ai confiance, je vais me lancer dans un suivi et pas, ah bah ok, je vais y réfléchir ou je vais remettre à plus tard. Ou... Enfin, est-ce qu'il y a eu vraiment un élément concret où tu t'es juste dit, bon bah voilà, j'ai confiance de manière globale. Enfin, ça c'est vraiment intéressant aussi que j'ai ton avis là-dessus. Ouais. Bah, je dirais il y a plusieurs choses. Déjà, le point d'entrée, le fait qu'il y ait un podcast avec quand même un certain nombre d'informations qui sont aussi souvent des informations qui sont étayées, des informations qui sont aussi des fois confrontées à d'autres personnes. Tu étais intervenu sur le podcast de François de la Voix des Grimpeurs, etc. Donc on se dit, bah, la personne à qui je fais confiance, elle n'est pas voilà, dans sa grotte voilà, son avis, ce qu'elle connaît, sa connaissance, elle la partage à l'extérieur, donc c'est soumis aux critiques. Donc ça peut aussi être, voilà, être opposé, etc. Donc, et remis en question. Donc ça, pour moi, c'était un premier élément. Le deuxième élément, c'était les retours clients. Tu poses quand même pas mal de retours clients avec bah, certaines études de cas, des métriques, des choses comme ça, le nombre de grimpeurs que tu as pu encadrer, ce genre de choses. Voilà. Moi, je dirais que c'est les deux choses les plus importantes. Je parle pas forcément, tu vois, le fait d'avoir un diplôme, pas un diplôme, etc. Parce que pour moi, ça, c'est presque du, C'est de l'actualité euh, ça. ouais, d'actualité. Mais c'est comment dire, c'est presque de l'évidence en fait. À un moment donné, tout le monde, enfin, tout le monde peut avoir un diplôme. Même avec un diplôme, on peut être mauvais. Donc, enfin, il faut quand même un minimum de base. Et puis après, tu regardes si la personne dans son métier va chercher plus loin et creuse les Mm. sujets. Voilà. Et donc, pour moi, c'est presque un prérequis. Euh, voilà. En fait, c'est un prérequis dans le sens où, si on parle juste de cadre légal, si la personne n'a pas de diplôme, elle n'a pas le droit de coacher. Donc à partir de là, pour moi, ça s'arrête à l'étape 1. Après, comme tu dis, une fois que la personne a un diplôme, ça garantit en rien sa compétence. Parce que bah, c'est ce que je dis un peu à tout le monde. Enfin, même tu sais, quand on vient me voir, qu'on me demande des conseils, donc quelles études faire, quel machin truc. En fait, là vraiment, tu vois, tous les chiffres, toute la méthodologie. Enfin, moi, ça, c'est des formations que j'avais pris à l'époque. Ça, c'était la formation d'un gars qui s'appelle Rémi. Mais même dans sa formation, tu vois, il y avait certains chiffres, certains trucs qui corrélaient à mon expérience, ça matchait pas. Tu vois, par exemple, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais pour lui, il considérait, tu vois, par exemple, que si tu tenais, je sais plus, je crois c'est 8 minutes, un truc comme ça, sur le test de 5-5, t'avais plus besoin de progresser sur le 5-5. Mais en fait, dans la pratique, en testant vraiment plein de grimpeurs de plein de niveaux différents et tout, tu vois, si j'ai fait les tests avec Pierre Le Serre, déjà lui le 5-5, on l'a fait sur 14 mm. Pierre, il a un poids de corde d'environ 60 kg, tu vois, si on arrondit. Euh, il l'a fait lester à 25 kg. Donc sur toutes les reps, on lesté à 25 kg. Et il a tenu comme 8 minutes 30, un truc comme ça. Après, Pierre, il grimpe 9 A+, tu vois, si on arrondit, enfin 9B, 9 A+, bref, arrivé à ces niveaux-là, on chipote sur les cotations. Mais voilà, tu vois, en gros, moi, il y a un truc que je me suis rendu compte aussi via l'expérience, c'est que il y a une sorte de linéarité sur certains tests. On en reparlera après avec le bilan en lui-même, les cotations estimées, tout ça, tout ça, où en fait, voilà, même si vous vous formez, même si vous avez la meilleure formation possible, le meilleur tuteur possible, là je parle aux personnes qui veulent devenir coach ou qui sont vraiment coach actuellement, qui veulent se former, qui veulent de l'info, etc. C'est vraiment un combo de formation privée, expérience et vraiment ce truc de être sur le terrain, faire les tests, coacher vraiment des personnes, de voir les problématiques.
Parce que Oui. en fait, tout ça, on nous l'apprend pas en STAPS. Franchement, en STAPS, voilà, ok, peut-être on a eu un cours d'Excel sur comment faire un beau tableau, mais qu'est-ce qu'on met dans le tableau concrètement? On nous l'a pas dit. Pareil, même dans la spécialité escalade, tu vois, on nous apprend plus à faire des cours de PS, tu vois, c'est pas du tout pour dénigrer les profs de PS, mais c'est pas les demandes qu'on peut avoir dans un suivi perso en coaching, tu vois, de savoir faire une séance de pédagogie. C'est quelque chose, surtout en coaching en distanciel, ça a pas trop d'intérêt. Après, bien sûr, ça a de l'intérêt, hein, je dis pas que c'est inutile, la pédagogie dans l'escalade, tu vois, mais c'est pas le plus important et c'est pas ce que les personnes viennent chercher en termes de, bah, comme tu dis, même en termes de progression, de retour d'expérience, etc. Mais c'est Donc comme ça dans tous les métiers, hein. c'est ça aussi. Donc ouais, si on fait un résumé, vraiment voilà, les podcasts avec ce côté où, comme tu dis, bah, c'est public, tout le monde y a accès, etc. Donc il y a ce côté un peu confiance aussi. Euh, et le côté, bah, voilà, un peu aussi témoignage client, etc. Donc expérience, qui, ouais, bah, en soi, c'est les deux. Enfin, c'est un peu ce qu'on appelle en marketing, ils appellent ça la preuve sociale, tu vois, de montrer que bah, voilà, ce que tu dis, tu l'appliques et que ça a vraiment un impact. Parce que, comme tu dis, bah, demain, n'importe qui peut faire un podcast, dire ah, les suspensions en arqué, c'est pas bien. Et au final, il l'applique pas dans la vraie vie et il progresse pas et il n'a pas de clients et ses clients progressent pas. Donc, il y a ça aussi. Ouais, C'est, ouais. je pense qu'il faut mettre en relation, je pense, l'expérience du coach avec enfin, son discours avec son expérience. Et là, tu vois, là, moi, si je te dis, bon, bah, le test de 5-5, il est linéaire, je sais pas, jusqu'au niveau 9A+, bah, je me base sur mon expérience de, je sais pas, plus de 300 tests physiques avec des grimpeurs de tout niveau, de 6A jusqu'au 9A+, et je pourrais faire la vraie courbe de, voilà, si on fait telle taille de prise, tel truc, machin, il y a une sorte de linéarité, et après, plus tu lis des études, plus tu suis aussi les gens qui sont influents dans le milieu scientifique, plus tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont tellement logiques, mais que les gens veulent pas admettre, tu vois. Enfin, quand je dis les gens veulent pas admettre, c'est, tu vois, par exemple, les gens vont te dire ouais, les grimpeurs japonais, ils s'entraînent pas en suspension lestée, donc faire des suspensions lestées, c'est pas bien. Et ça, moi, je regarde les gens, je dis, mais les gars, vous avez déjà vu les Japonais tracter sur la smartboard? Ils ont tous la suspension un bras sur 10 millimètres, tu vois. Donc, ils ont deux de ratio. Là, si on reprend les ratios qu'il y a écrit ici, deux de ratio sur 10 millimètres. Donc, en fait, c'est comme s'ils avaient deux fois plus de force que là, tu vois, si on prend le 1,79 sur 20 millimètres. C'est Donc, en énorme, fait, ouais. ils ont une force qui est déjà énorme. Et si tu analyses concrètement les coûts en termes d'énergie, de risque de blessure, etc., de faire des suspensions lestées pour cette catégorie de grimpeurs-là, ça n'a aucun intérêt parce que peut-être ils vont gagner 5% de force. Ça change quoi, 5% de force sur 10 millimètres? Enfin, c'est pas ça qui va leur permettre de, je sais pas, de grimper tel bloc en Coupe du Monde ou de réussir leur prochaine ascension en XT. Là, les différences, elles se font beaucoup plus en termes de puissance, de taux de développement de la force, de rési, d'impulsion. Là, tu vois, on l'a écrit ici. Vraiment, c'est toutes les autres métriques et c'est pour ça aussi que vous pouvez avoir peut-être dans votre entourage des grimpeurs qui sont mutants en force d'OA, mais qui, je sais pas, ont une traction lestée qui est pas top et du coup les deux sont pas du tout équilibrés. Et ok, peut-être il va jamais se blesser au doigt et il est vaché sur toutes les prises, mais dès qu'il faut tracter un peu et être puissant sur les prises, bah, la personne elle est plus là. Donc moi c'est ça aussi le but un peu de toute cette batterie de tests, de tout le bilan qu'on va faire après, c'est que tu aies un profil bah, qui soit vraiment équilibré par rapport à des objectifs. Et du coup, je vais les recopier-coller en bas. Comme ça, on les a sous les yeux. Hop. Ça, c'est hyper important aussi. La partie objectif, je le dis dans tous les podcasts, c'est vraiment la partie numéro 1. Je vais les écrire juste ici. Comme ça, on les a en bas. Hop. Là, du coup, si tu nous parles un peu plus de tes objectifs, que ce soit quand on a commencé le suivi ou où est-ce qu'on en est actuellement dans les objectifs, etc. Là, je te laisse vraiment parler pendant longtemps. J'ai fait une grosse parenthèse, on va dire, mais qu'on comprenne bien du coup tes objectifs et pourquoi tu fais tout ça. Et ça, c'est le plus important selon moi. Ouais. Alors, je vais commencer par mes objectifs passés, parce que, entre guillemets, heureusement, ils ont évolué. En tout cas, ça me fait plaisir qu'ils aient évolué dans le bon sens. Ouais. C'est que quand du coup, il y a un an, mon objectif principal, c'était de réussir à faire un CETA Ablo, alors pas n'importe quel, c'est toi du cul de chien, que je voulais faire depuis toujours. Enfin, depuis que j'ai commencé, peut-être depuis 2016. J'ai dû mettre mon premier essai en 2016. J'arrivais même pas à mettre le premier move. Pour ceux qui connaissent, il faut poser un talon. J'arrivais même pas à poser un talon. J'arrivais même pas à tenir le doigt. Enfin, j'arrivais à rien du tout. Ça, c'était mon objectif. Et par petite histoire, c'est parce que mon père l'avait essayé quand il était jeune, donc je trouvais que c'était beau dans la tradition voilà, de continuer. Puis ce bloc est tellement magnifique que voilà, j'en ai fait mon objectif et que j'ai voulu le faire. Et donc, ça, c'était en 2016. Donc, on voit qu'après, avec toutes les étapes quand même, et les étapes de pause, tout ça, on arrive là à presque 10 ans, tu vois. Et donc, c'était mon objectif de 2025. Donc, du coup, on verra après, mais j'ai eu des moments de doute avec les douleurs, les machins. Mais en septembre ou en octobre 2025, en octobre, je crois, du coup, j'ai passé le toit du cul de chien. Donc, j'étais super content. Et donc, j'ai accompli mon objectif principal. Donc, après, j'ai aussi des objectifs en parallèle qui sont en salle.
parce que je peux pas, à cause des contraintes en fait personnelles, aller tous les week-ends en XT. Donc j'ai aussi des objectifs après en salle. Donc après ça dépend un peu des salles, mais je grimpe à la Climbing District, donc j'aimerais bien commencer à passer de temps en temps une ou deux violettes, parce que je sens maintenant que des fois il manquerait peut-être un mouvement, un truc. Et puis à BO, j'aimerais bien passer ma première B12 que j'ai pas passé non plus maintenant. Voilà. Et j'ai du coup enfin, si je rebascule côté XT, qui est quand même le truc qui me fait le plus vibrer, c'est de continuer d'avoir des projets. Donc je peux pas me faire 17 A parce qu'aujourd'hui j'ai pas le temps, peut-être un jour. Et donc sélectionner un 7A+, un 7B, un 7B+, etc. pour monter jusqu'au maximum que j'arrive à faire. Alors sur le symbole, je vais bien me dire avoir l'objectif de réussir à faire un jour un 8A. Mais ça peut être un peu plus, on verra comment il évolue. Donc là, mon prochain objectif, c'est de faire le carnage à Blo. Mais pareil, je suis pas encore allé, donc il faut que j'y aille, que je mette les doigts dedans, on verra, je changerai peut-être de projet. Mais voilà, j'ai des projets en XT, voilà, un ou deux par an pour le moment, et puis j'ai mes objectifs en salle pour continuer à progresser au quotidien, etc. Voilà. Je crois que c'est ce que j'ai noté, mais Ouais, c'est ça. Enfin, c'est plutôt bien résumé. Après, là, je le mets là pour ceux qui veulent vraiment faire pause, regarder un peu, tu vois, ce qu'on avait écrit et tout. Et c'est ce que je dis toujours aussi, c'est que les objectifs, faut que ce soit dynamique. C'est-à-dire que tu as peut-être un objectif que tu avais écrit en moyen terme il y a 4 mois, faire un 7B. Tu vois, peut-être c'était pas très concret de juste écrire 7B comme ça. Et là, tu vas de vraiment se dire, ok, je veux aller dans tel 7B. Carnage, c'est 7B, il me semble, ou peut-être 7B+, j'ai un doute. Enfin, le carnage, je crois que c'est 7B+. ouais. Après, il y a différentes variantes, différents départs. Mais, Ouais, c'est ça. Enfin, il y a des trucs compliqués. Pareil, j'y suis pas allé personnellement, donc j'ai pas la ref. Enfin, je vois le bloc visuellement, mais je pourrais pas te dire les différentes cotations en fonction de tel départ et tout. Et la salle pour progresser, ça c'est vraiment un truc qui est important en termes de petites étapes et tout, mais je vais y revenir. Donc voilà, là on a vraiment. C'est vrai que c'était une intro qui était un peu longue, mais je pense que c'est vraiment bien de poser le contexte, de débattre et tout ça. Enfin, c'est vraiment hyper cool de faire tout ça. Et du coup, pour faire très simple, là, moi, ce que je veux faire aujourd'hui, et c'est le but de la visio, c'est de faire du coup le bilan des tests que tu as fait du coup en semaine 28. Et je vais recopier-coller les pourcentages de progression. Là, les pourcentages, je les avais calculés entre la semaine 2 et 28 pour qu'on ait un ordre de grandeur. Après, voilà, ça reste des pourcentages. Il faut que ce soit bien interprété parce que gagner 20% de force doigt quand on est à 0,8, c'est pas très dur. Quasiment tout le monde peut le faire, même tout seul, etc. Par contre, gagner 20% de force doigt quand tu es déjà à 1,4 en si peu de temps, ça, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Et de toute façon, c'est un peu un prérequis pour la suite et tout, mais je vais t'en reparler. Donc là, comme d'habitude, je fais la même démarche que d'habitude, je passe test par test et je te redis. Et aussi, je vais croiser un peu avec ce que j'ai vu quand on a fait le coaching en présentiel, du coup, à Climb Arena, là, sur la Kilter et tout. Et te refaire un petit plan aussi pour les futures semaines, c'est vraiment le but aussi de cette vidéo-là. Donc 1,79 là pour moi, que ce soit par rapport à ton objectif, même long terme, tu vois, de faire 8A. Pour moi, c'est un point fort. Ça y est, tu vois, t'es vraiment dans la catégorie, on va dire, point fort. Et là, pour moi, je vais mettre étape. Pour moi, l'étape, là, c'est de diminuer la taille des prises et de, en gros, conserver ce ratio de 1,8 parce que, tu vois, je pourrais écrire dans certains bilans qu'il faut avoir la suspension à un bras sur 20 mm pour être censé être capable de faire 8A, etc. Mais en vrai, c'est 8A dans le sens, par exemple, tu as 8A kilter, où tu as vraiment besoin de te suspendre sur les prises et tout. À Fontainebleau, c'est très différent, ça dépend quel 8A tu vas sélectionner aussi. Mais tu vois, si un grimpeur vient me voir et que son profil est équilibré et qu'il me dit j'ai 1,8 ici, il a la capacité de faire 8A, tu vois, en termes de capacité physique pure. Après, voilà, ça dépend tellement des styles des blocs et tout. Voilà, en fait, c'est exactement ce que je te disais par rapport aux Japonais là, qui vont faire des suspensions lestées. Si tu t'acharnes à continuer de progresser en te disant faut absolument que j'ai 2 de ratio ici, il y a de grandes chances que potentiellement tu n'y arrives pas parce que tu vois là déjà tu as gagné 20% de force en un an, tu vas pas prendre 20% l'année suivante, etc. Il y a une courbe de diminution des gains. Et sur le chemin, en fait, tu vas t'épuiser à atteindre un truc dont tu n'as pas besoin pour continuer à progresser. Donc pour moi, l'étape suivante, là, ce serait de passer sur des prises qui font 14 mm et puis 10 mm, tu vois. Enfin, là, je te projette vraiment sur du long terme. Je mets 3 petits points. Mais vraiment de continuer à entretenir cette force-là, mais entretenir cette force-là sur 20 mm et dans des protocoles, tu vois, typiquement le 753 qu'on avait fait dans le cycle de force, bah plutôt le faire sur 14 mm, tu vois, dans le prochain cycle. Commencer à faire des suspensions sur 10 mm, tu vois, que ce soit par exemple les suspensions longues dans le cycle de volume,
Tu vois, ça peut être tout ce genre de petites modifications où sur la partie prépa physique pure, tu vas du coup faire la transition sur des plus petites prises sans non plus aller arquer-pouce sur du 8 mm, etc. Enfin voilà, on n'est pas encore à ces étapes-là. Et pour ça, c'est beaucoup mieux de le faire sur le mur, comme je t'avais montré, d'arquer vraiment les prises de manière consciente sur le mur, euh, en faisant enfin, du coup en anglais on appelle ça le wall crawl, où vraiment tu vas ramper sur le mur, entre guillemets, en prenant vraiment les prises en arc et pouce, en étant vraiment dans le contrôle, etc. Là, tu auras un énorme transfert. Mais pour moi, du coup, là, c'est clairement un point fort. Et juste l'entretenir, ça va suffire. Ensuite, t'hésites pas à me couper hein, si tu as des questions ou si tu veux que je Ouais, ouais. revienne sur un truc. Là, du coup, je passe au trop attendu. À travailler, je vais pas mettre à travailler en priorité parce que c'est pas un vrai point faible, c'est plus un point moyen comparé à ton semi-arqué. Donc là, tu vois, on a énormément progressé dessus, 28%. Donc on partait de 1,24, on a réussi à remonter à 1,6. C'est vrai que là, le pourcentage, on est Juste passé une par là. petite remarque là-dessus. Tu vois, en tout cas, d'un point de vue un peu client, tu vois, c'est que je trouve, moi, je me rendais pas vraiment compte, tu vois, genre un 4, un 6, machin. Et quand tu prends en fait les poids que tu es en train de faire tes suspensions et tu dis, OK, j'ai 20%, mais en fait, c'est pas 20% de la charge. En fait, t'arrives, j'ai plus le truc en tête, mais genre au départ, je faisais à 20 kilos. Là, il y a 40. Je me dis, en fait, ça a doublé, tu vois. Ouais, c'est ça. Quelque part, tu vois 20%, mais en fait, quand tu commences à mettre les poids, tu les rajoutes, tu dis, ah, j'en mets encore là, j'en mets encore, c'est pas possible. Oui, parce que le 20%, là, moi, je le calcule en ratio, c'est-à-dire que j'ai fait Ouais. taux de variation entre 1,4 et 1,79. J'ai pas pris, tu vois, là, je dis un truc au hasard, imagine c'était lesté 20 kilos, là, c'est lesté 40. Je pourrais dire, tu as pris 100% de force doigt. C'est pas correct de dire ça parce que bah, du coup, Ouais. ça, le poids de corps, il rentre dans l'équation. Ça aurait pas Mm, trop de sens. Mais du coup, même pour comparer les grimpeurs entre eux, ratio force-poids, c'est vraiment la meilleure chose. Enfin, comparer entre eux de manière statistique, tu vois. Là, je compare même pas en termes de comparer au sens strict, tu vois. Ça mm. aurait pas trop de sens. Par contre, un truc qui va revenir dans le bilan, c'est la comparaison par rapport aux contraintes morpho pour la sélection des projets. Là, tu vois, c'est ce que je t'ai mis là. J'en avais déjà parlé un peu en privé à la fin du suivi. Mais bien choisir ses projets en XT, surtout quand tu peux choisir tes projets, c'est vraiment la clé. Parce que, tu vois, je dis un truc au hasard, imagine, tu as 1,70 m d'allonge et tu vas dans un bloc où il faut 1,75 m pour être bien dans la position. Bah, Mm. peut-être que pour toi, 1,70, le bloc, il prend deux cotations, tu vois. Mais en fait, bah, les gens vont dire, bah non, t'as juste à faire 1,75, enfin voilà, c'est morpho, mais c'est pas grave. Euh, donc ça, c'est un autre débat aussi qui revient souvent en salle, de est-ce que les blocs sont morpho, est-ce que c'est bien coté, mal coté, etc. Je vais pas rentrer dans ce débat-là, mais ce serait comme si tu disais en NBA, j'en sais rien, faire 2 mètres en NBA, c'est morpho, tu vois, enfin, genre la NBA, c'est morpho. Bah oui, enfin, comme tous les sports, en fait. Donc, il y a ça aussi qu'il faut voir, c'est qu'on a tous un potentiel différent en fonction aussi de la génétique dans le sport. Et ça veut pas dire que c'est inaccessible parce que tu as des femmes qui sont vraiment petites aussi, tu vois, je sais pas, des Brooke Raboutou ou quoi, qui font des 8B, 8B+, mais voilà, elles sélectionnent leur projet, tu vois, elles vont pas faire des trucs où il faut 1,85 m d'allonge. Euh, Mm. donc c'est possible d'atteindre des très grosses cotations, peu importe sa morpho, de toute façon c'est la preuve sur le terrain. Après, dans la pratique, il faut vraiment bien choisir ses blocs et pas s'acharner dans un truc où tu as un désavantage anatomique, tu vois. Je sais pas, imagine, il faut mettre une énorme lolotte dans le projet et t'es très raide des hanches, bah peut-être que prendre un autre projet c'est mieux que de vraiment travailler ta souplesse de hanche pendant 6 mois, etc. Où tu vas peut-être te blesser à la hanche en essayant de faire ça. Enfin après voilà, ça c'est des considérations Ouais. un peu plus personnelles et philosophiques de est-ce que je veux juste faire une croix dans tel niveau, ou quel cas là plus tu sélectionnes le truc qui est dans tes points forts mieux c'est, ou est-ce que je veux être équilibré dans ce niveau là, et là c'est plus du tout la même réflexion, mais de toute façon j'y reviendrai un peu plus tard à la fin. Mais là, tu vois, typiquement, qu'est-ce que je retiens de juste la partie force doigt là sur 3 doigts tendus semi-arqués. Euh, c'est de continuer à rattraper le déficit. Je vais mettre combler le déficit. Tac. Et pour ça, c'est hyper simple. Pas forcément besoin de faire énormément de prépa physique en 3 doigts tendus. Juste le fait de grimper plus souvent en 3 doigts tendus sur le mur et te dire que tu as la capacité de. Là, sachant que, tu vois, si je prends des cotations, 1,80 ça ferait 7C blocs, tu vois, à peu près. Euh, et là, ça ferait 7B blocs, tu vois, en 3 d'attendus. Donc tu te dis par exemple sur la kilter, tant que t'es pas dans le 7B sur la kilter, tu peux prendre les prises en 3 d'attendus et tu n'auras pas de gros risque de blessure si tu fais attention à la position du petit doigt, qui soit pas trop éloigné pour pas Mm. avoir trop de cisaillement et tout. Donc en fait rien que ça va énormément te faire progresser sur le 3 d'attendu et après ça va encore plus se transférer dans ta grimpe. Ouais, ça je pense c'est ce qu'il faut retenir de ces deux métriques. Ensuite, la traction, point fort aussi, et c'est très équilibré avec tes doigts, donc pareil, je vais pas épiloguer. Par contre, le truc qui est intéressant, Sachant que ça l'était pas au départ. C'est-à-dire oui, que quand on c'est avait fait vrai. le premier bilan de test, justement, c'était le point faible parce que, et c'est aussi ça, ça a participé au fait que je me blessais. C'est que quand je grimpais, bah, à chaque fois que je tirais sur mes bras, enfin, ça, je pense que c'est ce que tu disais, je t'ai entendu avant, c'est que ça tire à chaque fois sur les doigts, parce que je tirais beaucoup plus fort sur les bras que ce que mes doigts pouvaient endurer, quoi. Donc Ouais, là, c'est avoir ça. rééquilibré, c'est top.
Si on prend un exemple un peu extrême, imaginons que tu as une prise en 3 doigts tendus avec tes résultats des tests en semaine 2. Là, 1,24, ça ferait 6B, 6B+, allez, je vais dire 6B, tu vas pour arrondir. Tu as la capacité de tracter sur du 6B en termes de force doigt en 3 doigts tendus, et en termes de force bras, donc fermer le bras en traction, tu serais dans le 7B+, 7C, tu vois. Donc en fait, t'as un chiffre d'écart entre ta capacité à fermer le bras sur une fermeture de bras et tenir la prise, et du coup, t'as un excentrique, et cet excentrique-là, du coup, c'est ce qui amène la blessure. Et là, tu vas te dire, ah bah maintenant, tu peux, juste dans cette situation-là, grimper plus en 3 doigts tendus. Bah, si tu vas dans un niveau trop élevé, tu vas te faire mal en fait. Et c'est vraiment mathématique là, on le voit, tu vois, que t'as pas la capacité de prendre des prises en 3 doigts tendus dans du 7A, tu vois. Après, il y aura toujours des exceptions. Enfin voilà, je vois venir aussi les gens en commentaire dire ah ouais, mais moi j'ai 1,1 et je fais du 7B, etc. Enfin, c'est vraiment hors contexte et il faudrait vraiment analyser tout. Et enfin voilà, c'est pas parce que je dis que 1,4 c'est 7A que t'es pas capable de faire un 7B, hein. C'est pas du tout ça. C'est plus en moyenne, si t'as ce ratio Il là, faut que bien c'est. généraliser un minimum. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une Mm. généralisation statistique, on va dire. Là, tu vois, Oui. je te dis 7C bloc, mais comme je t'ai dit, pour moi, là, tu as le niveau de faire 8A. C'est que, voilà, en théorie, tu devrais être à l'aise dans le 7C bloc. Donc, si on fait un parallèle avec les cotations BO, après, c'est compliqué parce que ça dépend tellement des salles et tout, mais en théorie, les B14, la plupart, on pourrait dire c'est 7C plus 8A, tu vois. Ça dépend. Même, il y en a qui sont plus durs que 8A en fonction des salles. Mais si on part du principe que B14 c'est 7C+, bah genre B13 c'est 7C. Donc voilà, en gros, en théorie, si tu étais équilibré en termes de force, je sais pas, en arqué, sur micro, etc., tu aurais largement la force de faire des B13 en salle, tu vois, et ça devrait pas du tout te limiter en termes de force doigt, tu vois. Donc là, ce qui est bien, c'est que la traction, elle est restée du coup proportionnée avec les doigts et qu'on n'a pas, tu vois, explosé la traction et ça, vraiment, c'est vraiment important. Et là, tu vois, Mm. la suite pour moi, ce serait vraiment je vais mettre variante un bras. Tac. Parce que vraiment, là, toutes les variantes de traction à bras, que ce soit blocage 90, et après tu vas fermer le bras un peu de manière explosive, ou je sais pas, faire des excentriques à un bras, mais laisser un peu plus lourd, tu vois, ou ce genre de choses. Toutes les variantes à un bras vont être souvent plus productives que les variantes à deux bras. Après, il peut y avoir des exceptions. Tu vois, par exemple, faire du statodynamique à deux bras, c'est quand tu vas tracter à deux bras, tu restes 3 secondes, un 2 3 et hop, tu fermes. Ouais. Et après, je sais pas, tu fais des tractions explosives au poids de corps juste derrière. Là, ça peut être intéressant de faire du lesté. Mais on va dire, sauf cas particulier, là, arrivé à ce niveau-là, ou à part peut-être juste en rappel de force, tu vois, pour de l'entretien. C'est plus intéressant de faire un vrai cycle de traction lestée, de progression en traction lestée. Vraiment, et même exemple que sur le 20 mm, là, tu peux t'épuiser en fait à essayer de progresser sur un truc où tu n'as plus besoin de progresser en soi. Par contre, gagner en puissance, gagner en explosivité, tout ça, ça va être intéressant. D'où le no-foot et le spray wall, enfin, je vais t'en reparler juste après. Mm. Blocage un bras, t'étais tellement fort en blocage un bras. Non, pardon, j'ai oublié le 5-5. 5-5 du coup, plutôt point fort. Et ça, c'est vraiment bien. Parce que là, on a commencé à se lester. T'as progressé de 8% si on prend juste la force totale que t'as mise sur la prise pendant ces 6 minutes. Donc c'est vraiment énorme en termes de progression, 8%. Enfin, on s'en rend pas compte comme ça. Mais si tu progresses de 8% tous les ans, là, dans 3 ans, t'es à lester 20 kilos, tu vois, ou lester 25 kilos, j'en sais rien. Moi, parce que Donc, j'étais pas resté non plus au début, hein. ouais, c'est Au ça premier aussi. Au test, en début, fait. on avait fait 230 secondes en poids de corps. Et là, à la Ouais. fin, 365 kilos. Donc là, la différence, elle est énorme. Et ouais, ça, franchement, ça fait une différence énorme parce que arriver à un certain niveau aussi, ce qui va faire la diff, c'est ce que je te disais là tout à l'heure avec les tests de pierre et tout, c'est que en termes de force max, les chiffres vont pas être très différents entre un grimpeur de 8A et un grimpeur de 8C, tu vois. Mais le grimpeur de 8C, par contre, si tu lui fais un test d'endurance ou de résistance ou de 5-5, il va exploser le grimpeur de 8A. Et juste en voyant les chiffres, tu sais qui grimpe 8C, tu sais qui grimpe 8A, tu vois. C'est mathématique. Et du coup, ouais, l'impulsion, c'est vraiment lié à ça. Enfin, c'est la métrique qui permet de mesurer ça. Pour moi, l'étape, c'est de continuer à progresser. Je vais mettre progression continue. Tac. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment continu. Hop. Ça, c'est vraiment le genre de métrique où, comme on disait, même jusqu'à 40 ans, 45 ans ou quoi, tu peux progresser sur le 5-5, même si ta force max progresse plus trop, et ça va se transférer directement dans ta performance sur le mur en termes de cotation et tout. Donc ça, c'est vraiment pour moi progression continue. Il faut pas être pressé de trop progresser, il faut vraiment y aller par étapes. Tu vois, typiquement, dans ton prochain cycle de capacité ou de volume, repartir sur des séries de, je sais pas, entre 12 et 18 reps, tu vois, et tu te dis, ok, quand je valide un palier à 12 kilos, enfin à 12 reps, imaginons tu te laisses à 10 kilos et tu fais 12 reps, bah tu montes jusqu'à 18 reps à 18 reps à 10 kilos, je vais y arriver, et après tu repasses à 15 kilos et tu repasses à 12 reps, tu vois, enfin en gros progresser sur des fourchettes de reps comme ça qui sont plus courtes que des 6 minutes, mais où tu vas faire plus de séries.
Ça va être intéressant. Et après, faut pas non plus que ça t'épuise pour la grimpe, et on va y revenir aussi après avec l'emploi du temps type, etc. Mais typiquement, le 5-5 arrive à un certain niveau, là, surtout le niveau auquel tu es, ça peut être le genre de truc que tu rajoutes en fin de séance pour vraiment rajouter du volume sans risque de blessure. Surtout si tu commences à le faire en 3 d'attendu aussi, tu auras beaucoup moins de contraintes sur les poulies, etc. Et tu peux rajouter du stress mécanique et métabolique très facilement sans risque de blessure. Ok. Donc ouais, blocage d'un bras, là, c'était pour le coup, ça reste un gros point fort parce que c'est même moi qui te dis de t'arrêter passer 20 secondes parce que passer 20 secondes, il n'y a plus trop d'intérêt à part objectif spécifique ou quoi. Mais vraiment, ouais, 20 secondes en blocage un bras au poids de corps, c'est excellent. Et puis là, ça se retrouve aussi sur les métriques juste en dessous. Donc pareil, je passe très rapidement sur le blocage, mais en gros, c'est clairement un point fort selon moi. Ensuite, le gainage, je vais te le mettre en point faible, mais pas pour dire que c'est un vrai point faible, plus pour dire que c'est l'axe de progression prioritaire si tu veux continuer à progresser, surtout sur la grimpe en elle-même, tu vois. Et là, je te parle vraiment de aussi ce que j'ai vu sur la séance de Kilter, sur les griffés de pied, sur cette histoire de, tu sais, replaquer les pieds après un ballon, tous les mouvements de gainage, en fait, qu'on pourrait appeler comme ça, où on va dire, ah, il est pas gainé, ou ah, il est gainé. Vraiment, c'est pour ça que je le mets en point faible. Mais là, en termes de prépa physique pure, le full front pendant 5 secondes, ça dépend dans les profils dans lesquels tu grimpes. Une image que j'aime bien prendre, c'est de réfléchir en termes de temps d'effort et d'inclinaison du mur. Tu vois, imagine, tu mets la kilter à 45 degrés et grimper un bloc, ça prend 30 secondes. Bah, en théorie, si t'as le demi-front pendant 30 secondes, t'as la capacité d'être gainé pendant ces 30 secondes, dans ce profil-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Ouais, ouais, je vois bien. Ouais. Donc du coup, si on prend l'exemple un peu opposé de à toi, vraiment 90 degrés, et ben en fait, si ton bloc il dure 30 secondes et que tu as le full front pendant Ouais. 30 secondes, bah, tu sais que tu vas pouvoir potentiellement bien griffer les pieds pendant 30 secondes. C'est un peu avoir la capacité d'avoir la marge physique de utiliser sa technique. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir aussi. Donc là, en gros, tu peux te dire que en fait, tant que tu vas pas mettre la kilter à plus que 50 degrés, en théorie, la partie physique pure du gainage va jamais te limiter. Par contre, après, ça va être vraiment la partie technique, en gros, de faire le lien entre cette partie physique et technique, de réussir à griffer les pieds, de réussir à replaquer les pieds après un ballon de manière fluide. Enfin voilà, tous ces trucs-là, c'est vraiment de la technique. Et c'est pour ça que je vais le mettre entre parenthèses. Euh, Tac, hop. Ensuite, les dips, pareil, je te le laisse en point fort parce que là, des reps lestés, surtout sur des séries de 10 et tout, c'est vraiment bien. Enfin, pareil, j'ai pas mis de pourcentage de progression parce que ça aurait pas trop de sens, parce que je crois qu'on l'avait fait au poids de corps ou pas à la même charge. Il me semble, Ouais, ouais. on avait fait un Ouais. 1RM, après on avait fait 15 reps à 10 kg, 13 reps à 10 kg, enfin voilà, c'est des ordres de grandeur qui sont similaires. Euh, Tout ça pour dire qu'en gros, il faut un équilibre entre traction et dips. Si tu fais que des tractions ou que des dips, c'est pas top. Par contre, si tu fais les deux dans ta prépa physique de manière structurée, c'est hyper intéressant parce que tu as un physique qui est équilibré. Qui dit physique équilibré dit moins de risque de blessure, hein, tout simplement. Donc rien que pour ça, c'est excellent. Là, c'est vrai que j'ai pas écrit les objectifs, mais je vais mettre égal hein, pour le blocage. Là, c'est vraiment technique. Hop. Les dips, pareil. Hop. Les tractions, toujours pareil. Point fort. Un truc qui pourrait être intéressant, là, c'est ce que je vais te mettre en objectif, c'est puissance. Là, l'objectif pour moi, ce serait la puissance, dans le sens où tu vas commencer à. Là, tu as la force doigt pour moi nécessaire, c'est ce que je dis souvent même dans les podcasts, ce fameux 1,75, ou faire un vrai cycle de panguliche, où tu vas vraiment tracter sur le panguliche pour vraiment essayer de développer le plus de puissance possible. Ça peut être vraiment intéressant. Après, peut-être pas là, maintenant, la semaine prochaine, tu vois, mais puissance slash guliche. Là, en théorie, tu as le niveau de pouvoir bien exploiter le panguliche en ayant très peu de risque de blessure, en Ok. ayant un très gros transfert derrière. Ok, ensuite le 7-3, là pour le coup, 180 c'est limite, c'est à la limite du point fort pour un bloqueur, mais je vais quand même le mettre en point moyen parce que comme tu t'orientes plus vers l'exté, euh, après c'est toujours intéressant de progresser, hein, je vais te mettre progression continue aussi, mais là franchement c'est vraiment très très bien, surtout 28% en termes de temps. Là je l'ai calculé en termes de temps, il est où? Ouais, 140 et 180, donc non franchement c'est vraiment bien. Et ensuite, pour l'endurance de force, 8 reps, c'est vraiment très bien aussi. Sachant que souvent, je dis que 10 reps, c'est un point fort. Pareil, je vais te le mettre en moyen. Mais c'est pas un moyen péjoratif. C'est plus un moyen où tu as potentiellement une marge de progression à aller chercher. Mais c'est pas non plus. Faut pas viser les 16 reps non plus, tu vois. Je vais mettre 10-12 reps à ton nouveau 90%. Ok. Donc là, si on fait le bilan de manière juste un peu dézoomée, là, si je mets un peu moins grand, si on regarde juste point fort, point faible, en fait, pour moi, là, il y a juste un point faible en termes de gainage, mais plus sur la partie technique.
Et après, il faut continuer à progresser sur 3 attendus, rési, endurance de force. Donc en fait, tu vois que si tu fais un cycle qu'on pourrait appeler de volume énergétique, on va dire, cycle de volume slash capacité, je vais mettre énergétique. Vraiment, c'est de l'énergétique sur les doigts, tu vois. Vraiment faire beaucoup de répétitions sur les doigts, etc. Et là où ça devient compliqué, c'est que souvent, quand tu mets de l'intensité et du volume, ça fait un peu trop, et après, les douleurs, elles peuvent revenir, etc. Donc, on va peut-être revenir dessus. Mais là, pour moi, ce serait la suite logique, plus technique gainage. Et après, bah, transition, transition XT, comment transférer ça concrètement en extérieur. Bah en fait, c'est ce que j'avais déjà écrit en dessous, hein. Que du coup, là, le bilan très rapide que j'avais fait juste avec les vidéos et les scores, c'était qu'on avait besoin de continuer de travailler l'ouverture de hanche. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la partie C'est vraiment mobilité, une étirement, c'est hyper important mobilité. aussi, surtout pour l'XT. Euh, ensuite, mobilité globale, oui, c'est vrai que je l'ai écrit là aussi, mais enfin, ça me fait tellement sens que je l'avais pas forcément redit. Rési Ouais, endurance mais de par force. exemple, tu vois, si je dois noter dans les blocs que je fais aujourd'hui au quotidien, même dans les salles, hein, le nombre de blocs où je suis bloqué à cause de ma mobilité plutôt que de ma force, je suis presque 1 sur 2, quoi. Hmm. J'ai vraiment plein de moments où je suis bloqué, donc ouais, non, c'est ultra important. Mais C'est- ça va venir aussi avec la technique. Parce que Ouais. pratiquer, tu vois, je sais pas, par exemple, faire de la moonboard, tu vas faire énormément de pieds-mains. Et du coup, bah, tu vas progresser en pose de pied parce que tu seras beaucoup plus en compression quand tu vas poser tes pieds. Enfin, c'est des trucs qui progressent un peu de manière indirecte quand tu fais certains styles de grimpe ou certaines grimpes avec contrainte. Rési, endurance de force, bon après puissance explosif, enfin puissance et explosivité, ça c'est plus, ce serait un cycle numéro 3 on va dire. Et objectif spécifique, du coup c'est pour la suite. Donc du coup concrètement, si on analyse bah, ton profil, tes objectifs, etc., là selon moi tes séances de salle, donc quand tu vas grimper en salle, faut que ce soit en gros volume rési. Faut pas du tout que tu fasses du bloc max en salle, sauf si tu peux pas le faire en extérieur. Je vais prendre une semaine type, là je vais copier-coller l'emploi du temps, et comme ça ce sera du concret. Je vais te mettre ça juste en dessous ici, hop. Donc là selon moi, en fonction de ton organisation dans la semaine, on va partir du principe que samedi c'est grimpe XT. Vraiment tu vas la journée en XT et tu peux te permettre d'y aller, tu vois, vraiment de semaine en semaine, sauf s'il n'y a pas les conditions. Donc là pour moi cette grimpe XT, faut vraiment que ce soit bloc max projet. Vraiment t'y vas, faut que tu sois en forme, donc si possible repos la veille, et que tu passes du temps dans un projet. Et après, quel projet, bah ça c'est vraiment la partie sélection du projet. Selon moi, Mhm. c'est vraiment bien de... Je crois que je t'avais déjà parlé de cette fameuse pyramide des cotations, où tu vois par exemple, tant que tu n'as pas fait, je sais pas, 3 fois 7A, tu vas pas forcément aller dans un 7A plus ou quoi. Dans ton cas, ce serait pas forcément vrai, parce que bah là, tu vois, si on prend juste le profil en termes de chiffres, tu aurais la capacité en gros d'aller jusque dans le 7C, de manière prédictible, on va dire. Après, au-dessus de 7C, il faudrait vraiment y passer beaucoup de temps, etc. Ce serait pas impossible, mais ce serait vraiment beaucoup plus d'investissement. Mais en gros, là, ce qu'il faudrait faire, c'est exactement faire ce que tu m'as dit là, faire un 7A, un 7B, etc. 3 petits points. Et tu sélectionnes vraiment 2 ou 3 blocs de chaque cotation. Et après, tu fais tes séances en fonction de la météo et de comment tu te sens et de s'il y a des gens dans tel ou tel secteur. Vraiment de se dire, ok, mais en gros, mes séances d'XT, c'est des séances de projet. J'ai ma liste de 2 ou 3 blocs par cotation. Et en fonction aussi de mon état de forme, un truc que tu peux faire là, c'est vraiment t'échauffer à la maison le matin. En fonction de ton état de forme sur l'échauffement, tu te dis, ok, est-ce que aujourd'hui je suis en forme, je vais peut-être aller dans mon projet 7C. Ok, aujourd'hui je suis pas en forme, je vais plutôt aller essayer des 7A, 7A+, tu vois. Ça peut être vraiment très stratégique de raisonner comme ça. Repos le dimanche, ça me paraît logique, comme ça bah, tu repars le lundi Mais bien. carrément. Et après, bah, comment t'organises ta semaine sur les 4 jours qui restent? Selon moi, il faudrait au moins 2 séances de volume en salle. Donc par exemple, je vais mettre ça, volume salle. Euh, je vais mettre slash rési parce que ça dépend du cycle. Ouais. Euh, mais ça, ce serait vraiment de la grimpe, hein. Quand je mets ça, c'est de la grimpe. Et donc, bah, une deuxième, par exemple, le jeudi. Hop, ce serait parfait. Mardi, mercredi, t'as pas grand chose. Donc là, un truc qui pourrait être hyper intéressant, c'est de caler une séance de développement. Donc, ça pourrait être par exemple gainage plus, je sais pas, endurance de force. Je dis vraiment des choses un peu au hasard, mais juste pour que tu aies une structure globale. Et de répéter cette séance-là, du coup, le jeudi aussi. Et potentiellement bah, un jour de repos ici ou là, et les antagonistes. Donc, je vais mettre par exemple antagoniste. Peu importe. Donc ça, ce serait vraiment un schéma type où tu grimpes 1 fois par semaine en XT, qui est vraiment hyper bien par rapport à tes objectifs. Tu as 2 séances par semaine en salle, donc tu vas pas non plus t'épuiser à grimper 3 fois par semaine en salle et tout, tu seras en forme pour l'XT.
Mhm. Et après, ça, c'est vraiment un schéma type où il faut l'adapter à la saison et aux objectifs. Qu'est-ce que Ouais. j'appelle adapter à la saison? C'est, bah voilà, imagine là, on sait qu'on est, je sais pas, au mois de janvier, on est en hiver, il fait hyper froid, soit tu n'auras pas le temps d'y aller, soit quand tu vas y aller, ce sera un peu cata niveau conditions en termes d'humidité ou quoi, donc peut-être que tu vas même pas pouvoir grimper. Euh, Ça vaut le coup de se dire, ok, je vais peut-être faire une troisième séance en salle. Je sais pas, je vais mettre grimpe 3 point d'interrogation, de décaler cette séance de volume et plutôt de faire grimpe libre le samedi, mais plutôt typé bloc max et en salle. Tu vois, typiquement bloc Mhm. max kilter, si tu peux pas aller en forêt, ce serait vraiment bien pour bah, vraiment quand même faire cette dynamique de travailler des blocs durs, etc. Les séances de volume et de rési, ça marcherait aussi sur les boards. C'est-à-dire que typiquement, séance de volume sur la kilter, une séance sur deux, ça peut être vraiment très très bien. Donc tu vois, là, imagine, tu as vraiment force et fort en exté sur les doigts. Tu fais plutôt une séance blocs commerciaux le lundi. Tu fais une séance de kilter volume le jeudi. Bah, normalement, tu te sentiras vraiment bien le samedi en termes d'influx et en termes de récup global si tu forces pas trop en termes de durée sur la séance de volume. Euh, et après, du coup, donc oui, ça c'est vraiment adapté à la saison. Vraiment adapté à la saison, c'est ce truc de se dire, ok, si je sais que je vais pas pouvoir aller en XT, je vais plutôt faire par exemple bloc max filter. Ou peu importe, ou bloc max moonboard, ou... Enfin voilà, en gros, adapter la séance, parce que je sais que je vais pas pouvoir aller en XT. Euh, Mhm. et après, pareil, bah, avec cette fameuse troisième séance de volume, etc. Ça, c'est des petites modifications que tu peux faire en fonction des semaines, en fonction des cycles, etc. Pour vraiment continuer à progresser. Et dans la partie grimpe, là, c'est vraiment un truc qu'on n'avait pas trop fait au cours du suivi, mais que là, je veux que toi, tu rajoutes. C'est rajouter de la grimpe avec contrainte. Je vais noter ça là. Hop. Typiquement, je vais te copier-coller un exercice là. Je te ferai ça juste après la visio. Je vais appeler ça stabilité. C'est un exercice où tu vas juste bloquer par exemple. Comment le décrire simplement? Je sais pas, tu vas dans des 6A sur la kilter, tu as des blocs vraiment rando, où tu te dis, ok, dès que j'ai attrapé une prise, donc que tu as vraiment attrapé la prise, tu bloques Ouais. pendant 3 secondes. Vraiment, tout ton corps ne bouge pas pendant 3 secondes, et après, tu peux recontinuer à bouger. Et ça, ce que ça te Mhm. force à faire, c'est pas la même chose que l'exercice où tu viens bloquer, tu restes à côté de la prise, 1, 2, 3, et après, tu attrapes. C'est beaucoup moins taxant physiquement, et par contre, c'est beaucoup plus taxant techniquement parce que tu as limite envie de continuer le bloc en termes de momentum, mais tu dois vraiment Ouais. t'arrêter pour gainer dans les positions spécifiques, etc. Et ça, tu vois, typiquement, ce serait un exercice qui marcherait très bien sur la kilter. Donc, stabilité plus grimpe volume, tu vois, sur la kilter, ce serait vraiment une séance excellente. Euh, et là, après, dans le développement, bah, des exos de gainage classiques, tu vois, qui reviennent, la triplette du gainage ou quoi. Tu sais, toast to bar, L-sit, front, etc. Et de rajouter éventuellement de la mobilité. Enfin, là, tu vois, j'ai mis endurance de force, mais ça pourrait être vraiment mobilité en fonction des cycles. De te dire, ok, je fais vraiment un cycle de mobilité où je vais travailler ma souplesse de hanche en amplitude active, où vraiment je vais faire mes 2 minutes de grenouille, et à la fin je vais serrer les adducteurs, et après je vais essayer d'ouvrir les hanches, ce genre de choses. Vraiment le programmer en fait la mobilité, de pas juste faire les routines, de se dire, ok, c'est bon, j'ai fait ma routine mobilité, je peux passer à la séance et ça va suffire. Là, quand il y a un gros point qui bloque en particulier, là, comme les hanches, ça vaut le coup de le programmer aussi. Tu as de faire vraiment une séance où tu fais que du gainage et de la mobilité sur les hanches. Et après, tu fais ta séance de volume en grimpe. Et là, tu as un peu tout. Et pareil sur la séance d'antagoniste, pourquoi pas rajouter de la mobilité sur un autre truc, tu vois, je sais pas, mobilité d'épaule, peu importe. Ça peut être un cycle de volume théorique, tu vois, qui est vraiment hyper intéressant. Est-ce que tu as des questions ou est-ce que ça te paraît clair un peu là tout ce que je suis en train de raconter et si tu as des remarques ou des trucs à rajouter? C'est super clair. C'est super clair et puis ça me parle quand même pas mal. Donc non, non, franchement, non, on est pile dedans. Ok. On est pile dedans. Ouais. Ouais, ouais. Euh, Bah écoute, Après, il y a un truc qui est marrant, je le partage, hein, puisqu'il y a des gens qui écoutent, mais c'est marrant parce que quand on est tout seul, on se dit qu'on va faire des choses. Et en fait, après, le coach, il nous donne d'autres choses à faire qui vont des fois à l'opposé de ce qu'on avait prévu de faire. Et au départ, des fois, on se dit moi, j'avais pas envie de faire ça, j'avais plutôt envie de faire autre chose. Et ça, je l'ai vécu un peu cette année à certains moments. Tu dis, bah tiens, j'ai un cycle de régie. Ah, mais moi, j'aurais bien fait encore de la force, etc. Donc, c'est marrant. Et là, c'est exactement ça. C'est que moi, si j'avais dû programmer des trucs moi-même, je pense que j'aurais continué plutôt dans des choses de force que de régie, tu vois. Donc, c'est bah en fait, il intéressant. faut pas non plus l'oublier la force, hein, parce que ça peut être là, tu vois. Je vais mettre rappel Oui, de tu faire des force. rappels de force, etc. Oui, bien sûr. Mm. Ouais, c'est-à-dire que
là, ce qu'on pourrait voir sur ce schéma global, c'est qu'il n'y a plus du tout de force ou quoi. Mais tu vois, séance de bloc max projet, on peut rajouter de la grimpe avec contrainte, typiquement no foot. Tu vois, imagine, tu es sur la kilter, 30 minutes de no foot, sur, je sais pas, un bloc avec pince, un bloc avec réglette et un bloc avec que des grosses prises où c'est plutôt des gros moves. Euh, tu as fait trois blocs différents, tu as travaillé tes qualités de force, d'explosivité, de puissance. Et après, bah, tu passes vraiment sur la partie grimpe avec les chaussons où là, tu vas vraiment forcer, etc. Séance hyper productive où tu as vraiment tout fait en même temps. Et après, je pense, un des trucs qui peut être le plus intéressant, c'est quand tu auras fini de cycler ça, tu vois, quand tu auras fait vraiment voilà, un cycle plutôt axé volume, rési, un deuxième cycle plutôt axé endurance de force, et ensuite, je sais pas, le troisième cycle plutôt puissance, explosivité. Et ben ensuite, que tu sois en saison de bloc, donc que tu puisses aller un peu plus régulièrement en Mm. forêt, ça c'est la théorie. Après, dans la pratique, voilà, si tu peux pas y aller, ça reste compliqué. D'où les séances bloc max en salle, tu vois, où tu peux avoir vraiment des projets, que ce soit sur la kilter, la moonboard, ce genre de choses, ou un spray wall. Ça, c'est vraiment top. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait fait ce petit cycle de spray wall là où on apprenait un Ouais. peu à utiliser le spray wall. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment en fait faire au mieux dans ton entraînement par rapport à ton objectif et par rapport aux contraintes. Et là, pour le coup, les blocs en salle sont devenus tellement différents des blocs XT en termes de contraintes, de prérequis, etc. Parce que là, si je fais un énorme raccourci aussi, maintenant les blocs en salle, ils sont ouverts pour les compétiteurs. Tu vois, les B14 en salle, c'est jamais des trucs ignobles sur des micro-réglettes où en fait ça pourrait être un 8A en extérieur, tu vois. C'est toujours des trucs avec des triples paddles, des positions qui n'existent pas, des trucs où il faut engager au dernier move, ou si t'engages pas, bah, tu peux juste pas faire le move. Enfin, c'est tellement éloigné que là, si tu te dis juste toi-même en t'auto-analysant, bon, ok, pour continuer à progresser, je dois absolument faire des B13 en salle, bah, en fait, peut-être qu'un jour tu vas arriver à faire des B13 en salle, mais que tu auras tellement focalisé ton énergie là-dessus que le jour où tu vas aller en XT, tu tomberas toujours dans les setups parce que, je sais pas, tu t'es pas entraîné à arquer dans des positions un peu bizarres. Et enfin, il n'y a rien qui se transfère directement dans l'un ou dans l'autre. Et moi, je trouve que c'est un truc qui revient souvent, c'est quand les gens ils analysent un peu les athlètes de haut niveau, ils disent ouais mais regarde lui il est champion de France et en plus il fait 8B et machin tout ça, mais en fait c'est parce qu'ils ont le temps, ils ont le temps de tout faire en fait, ils ont le temps d'aller en XT quand c'est pas la saison de compète. En saison de compète ils font que de la compète, ils font de la prépa physique avec le club, enfin en fait ils ont le temps de tout faire et ça c'est un truc que la plupart des grimpeurs sous-estiment, c'est que bah, avec les contraintes de la vie pro, vie perso etc, on n'a pas le temps de tout faire, tu vois, même moi je m'en rends compte alors que je suis coach, c'est mon job en théorie de m'entraîner, de chercher un peu les protocoles etc. J'ai même pas le temps de me dire ok je vais faire 5 séances par semaine, 3 séances de salle, 2 séances d'exté, machin, c'est juste pas possible, tu vois. C'est impossible en termes d'organisation, en termes de récup, etc. Et du coup je me dis bon bah ok, les contests c'est fun, mais vas-y c'est bon, les gamins de 15-16 ans maintenant ils sont tellement forts que si je veux être en compète avec des gamins de 15-16 ans qui sont des compétiteurs et tout, faudrait que je sois moi-même un compétiteur. En fait, ça ramène tellement de contraintes que je me dis, bon bah ok, maintenant je fais plus les contests, ou alors j'y vais vraiment juste pour le fun et je veux pas faire de classement. Et puis ça se trouve, j'aurai une bonne surprise, tu vois, j'en sais rien. Mais par contre, je me focalise sur la grimpe XT où je vais faire beaucoup plus de grimpe sur board, sur spray wall. Et dès que je peux aller en XT, je me programme un trip. Je vais dans des petits projets en extérieur tous les week-ends, j'en sais rien. Et là, pour le coup, j'ai un vrai potentiel de progression comparé à la compète, ou si je voulais faire de la compète contre des gens qui se mettent à 100% là-dedans, je me dirais, bah, en fait, non, j'ai juste pas les capacités parce que maintenant j'ai d'autres contraintes, j'ai d'autres trucs. Enfin, c'est limite, c'est pas équitable. Après, voilà, la compète, c'est jamais équitable, hein. Il y aura toujours quelqu'un qui a tout le soutien du monde, qui peut bah, ne rien faire lui-même et on lui pré-mâche tout le travail. Mais après, de toute façon, c'est toi-même qui dois grimper le jour J. Donc, t'as beau avoir tous les moyens du monde, bah, si tu mets pas les efforts, t'auras pas de résultat non plus. Mais bref, je me perds un peu dans des longs discours, tout ça pour dire que t'as pas le temps de tout faire toutes les semaines en fonction des saisons, des cycles, etc. Et là, il faut vraiment réussir à trouver un bon équilibre là-dessus. Ouais, ouais. Mais ça n'empêche pas finalement d'avancer parce que tu vois, le taux du cul de chien à la CETA, j'y suis allé un paquet de fois tout de même. Je pouvais pas y aller tout le week-end, je sais pas, j'y allais peut-être 4 fois par an, on va dire. Et je progressais en salle. En gros, quand j'ai repris, on se disait, je faisais B9, B10. Et puis, je commençais à passer les B11 en général, ça allait. À commencer à essayer de tester les B12 et tout. Mais j'ai quand même vachement progressé. Et puis en fait, j'avais taux du cul de chien, je me faisais encore, je me prenais une boîte encore quoi. Donc et à un moment donné, vu que bah, la force de doigt augmentait, etc., la mobilité aussi, bah ça finit par passer. Mais il y a quand même une certaine inertie entre le quotidien qui effectivement qui évolue et puis bah, la progression qu'on a en XT qu'on va pas y aller autant Ouais. qu'on souhaiterait.
Et après, c'est vraiment une histoire aussi des fois de... Enfin, c'est facile à dire hein, ce que je vais dire, mais c'est la réalité aussi. C'est une histoire de priorité, dans le sens où... Enfin là, je vais prendre mon cas perso. Tu vois, je me disais pendant une période, j'ai pas le temps d'aller en exté, parce que ceci, cela, j'ai d'autres objectifs, etc. Mais en fait, c'est juste, je prenais pas le temps d'y aller. Tu vois, enfin, le week-end, en soi, j'avais le temps d'y aller tous les samedis et tout. C'est juste que, bah, au lieu de ça, je préférais faire une séance en salle rapide, et puis, je sais pas, Mm. aller avec mes potes, faire un bowling après, tu vois. Enfin, c'est un exemple un peu bête, mais ça montre aussi que des fois, on a le temps de faire certaines choses, notamment, tu vois, par exemple, d'aller grimper en XT un jour par semaine et tout, sur un jour de week-end ou quoi, mais que des fois, bah, soit on va se trouver un peu des excuses ou quoi, et du coup, c'est vraiment hyper important que les objectifs ils soient clairs et que tu sois vraiment bah, aligné avec tes objectifs, parce que si tu dis là, voilà, mon objectif c'est d'aller le plus souvent possible en XT, que tu as l'occasion d'y aller, mais qu'au final, tu vas pas, ça repousse en fait l'échéance. Et un truc à ne pas sous-estimer aussi là-dessus, alors je pense dans ton cas c'est encore plus compliqué avec le côté famille, etc. Mais c'est de s'organiser des vacances qui sont quand même axées sur la grimpe, dans le sens où je sais pas, tu vois, euh, une semaine à... Enfin, c'est un peu bête si t'habites en région parisienne de faire ça, mais je pense que ça peut avoir du sens de faire une semaine de vacances à Fontainebleau, tu vois, où vraiment tu vas grimper 3 fois dans la semaine à Fontainebleau, une semaine par-ci, une semaine par-là, euh, pourquoi pas en Suisse, en Espagne ou quoi, enfin en fonction des secteurs de bloc. Ça peut être intéressant. Après, je sais pas si concrètement c'est organisable ou pas, tu vois, dans ton cas particulier, mais ça peut être intéressant, même en termes d'échéance, tu vois, de se dire, ok, j'en sais rien, tous les mois de février, maintenant on va à Albarracine. Et si tu fais ça, bah, en fait, dans 3 ans, tu as fait le tour des blocs, tu as fait le tour un peu des secteurs, tu sais un peu où sont tes projets, où sont tes trucs, et tu sais qu'à chaque fois que tu vas y retourner, tu auras un objectif précis. Et il y a ça aussi, tu vois, ce côté où plus tu vas y aller, plus tu auras envie d'y retourner. Ça fait un peu boule de neige aussi. Et après, ça devient tellement ton identité aussi de te dire, ah bah, je suis un grimpeur d'XT, j'aime bien l'XT, machin, tout ça. Tu t'ancres un peu dans ce truc-là aussi. Donc, des fois, après, bah, c'est juste pas possible en termes d'organisation ou quoi. Donc, Ouais, puis des fois, c'est juste une question de temps. Enfin, oui, de temps, les années passent, et il y a des moments où c'est plus difficile. Tu vois, moi, je disais, moi, j'ai 2 enfants. Bah, avant, je pouvais pas du tout les emmener en excès, tu vois, c'est pas oui, possible, ils ils étaient étaient tout trop petits. petits. Alors, tu les poses dans un coin, mais non, Ils moi, je fais pas disparaissent ça. pendant ton run. Ouais, je fais pas ça. Donc, bref, mais maintenant que c'est un peu plus grand, tu vois, ma gamine de 7 ans, la dernière fois que je suis allé à Blo, je l'ai emmenée, euh, elle a kiffé, tu vois. Elle a adoré, elle a fait son premier je sais plus quoi, vraiment elle a adoré. Et moi j'ai mes 2 enfants qui font de l'escalade, donc ça après bah c'est de la chance hein, ou pas, mais pour le moment ils aiment bien. S'ils continuent d'aimer, bah, ça veut dire que mes vacances je vais pouvoir les programmer comme ça. J'ai ma femme aussi qui en fait maintenant, donc là ça peut faire une super histoire tu vois en famille. Et puis si un jour ils me disent dans 2 ans on déteste ça, on en a marre, bah ça change un peu la donne aussi, donc ça on verra bien. Faut les forcer, faut les mettre en gros, faut mettre la pression. De toute façon, si tu Ouais, ça rentres le c'est. soir, tu passes le 5C là, sinon tu rentres pas. Ah mais en vrai j'en ai vu des cas comme ça de parents qui mettent la pression, pas que dans l'escalade, hein, dans tous les sports un peu club ou quoi où j'ai eu l'occasion de voir. Mais mais ouais, enfin après on va pas rentrer dans un podcast sur le parenting on va dire. L'éducation. Ouais voilà c'est ça. Mais en fait pour faire très court et pour résumer un peu tout ce que je viens de te dire là. Là, pour moi, le crux pour toi dans les semaines qui suivent, enfin, quand je dis les semaines qui suivent, c'est les mois d'entraînement qui arrivent, c'est de trouver justement ce format qui te va bien, où potentiellement tu peux aller en XT un peu de temps en temps, et de faire en sorte de conserver en fait certaines métriques physiques. Tu vois, typiquement, bah, les doigts passer sur des plus petites prises, conserver ton blocage, etc., avec les rappels de force. euh, et en fait, de se dire, ok, bon, bah là, je fais plutôt un premier cycle volume, capacité et mobilité de hanche, un deuxième cycle un peu plus axé rési, endurance de force, et un troisième cycle plutôt axé puissance, explosivité, avec toujours ce truc de grammes contrainte. Mais de toute façon, je te ferai une semaine type. Je vais te mettre ça en semaine 29 là. Mm. Hop, semaine 29, type, je vais mettre suite. Je te programmerai ça vraiment clean avec les grammes contraintes, voilà, vraiment la semaine Mm. type comme je t'ai écrit là, pour que ça ait du sens. Et un point super intéressant que moi j'ai découvert du coup là dans le suivi, c'est en fait les séances de renfo la même journée avant. C'est-à-dire que bah, on est des êtres humains, donc il y a des semaines où on est plus fatigué que d'autres. Donc moi, ce que je faisais, c'est quand je grimpais le midi, puis le matin, je me levais un peu plus tôt et je faisais ma séance de renfo. Et des fois, on se dit, bah, je peux pas faire ça toute ma vie. Donc là, par exemple, en ce moment, je grimpe, bah, je me dis, je peux pas le faire, donc je le fais peut-être un autre jour. Et des fois, on se rend compte, par exemple, on a les doigts un peu plus fatigués et tout ça, et en la mettant le même jour, bah, ça permet d'avoir une journée de repos en plus. Et je trouve que ça m'aide vachement parce que et puis même après quand on grimpe, je trouve que je suis plus chaud.
quand je grimpe en ayant fait une séance le matin. Donc, quand on arrive à l'inclure, pas forcément toutes les semaines, mais quand on arrive à l'inclure comme ça dans son planning, je trouve que vraiment, c'est extra. Ouais, et puis il y a un truc que j'aime bien aussi avec les doubles séances, c'est que t'as pas le temps en fait d'avoir les courbatures de la séance de la veille pour Mm. le lendemain. Du coup, là, tu vois, typiquement, imagine, tu fais une séance de gainage le lundi matin. Le lundi soir, tu n'auras pas de courbature aux abdos de ta séance Mm. de gainage. Par contre, le mardi matin, tu les auras. Et du coup, si tu vas grimper plutôt mardi matin et que tu as fait ton renfort le lundi, bah en fait, même si c'est la même charge globale sur la semaine, c'est pas tant le même impact en termes de progression globale. Ouais. Et après, voilà, ça c'est vraiment cas particulier en termes de matériel, de contraintes et tout, parce que faut avoir du matériel à la maison, faut pouvoir se lever un peu plus tôt, etc. Enfin, ça implique certains changements dans l'emploi du temps qui sont pas forcément faisables pour tout le monde. Mais pour la majorité des gens, tu vas avoir une barre de traction à la maison, avoir un petit agrès pour faire du block lift ou quoi. Enfin, moi j'appelle ça un peu le setup minimaliste là. Je mettrai peut-être un lien en description, une photo ou quoi, ou voilà, juste sur 1 mètre carré, tu vois, si tu achètes une petite dalle en mousse là de 1 mètre carré, tu as des poids, tu as une barre de traction, tu as éventuellement, je sais pas, des anneaux pour faire des dips, et en fait, t'as pas besoin d'un si grand espace en fait pour te faire un peu de renfort à la maison, et même tu peux faire que les doigts en fait avec le block lift et quelques mouvements de, je sais pas, de poids de corps, je sais pas, des pompes en équilibre, ce genre de truc. Enfin, pour moi, si tu as une barre de traction et un petit block lift, tu peux quasiment tout faire à la maison. Après, si tu as une paire d'haltères, c'est encore mieux. Mais voilà, ça c'était vraiment pas un facteur limitant dans ton cas. Et moi j'ai envie de finir du coup un peu cette étude de cas sur la conclusion globale un peu du coaching en lui-même. Qu'est-ce que tu as pensé du suivi? Est-ce que tu le recommanderais à quelqu'un d'autre? Comment tu vois toi l'expérience globale, tu vois, de tout ce qu'on a fait ensemble? Voilà, un peu une sorte de bilan du coaching global, tu vois. Ouais. Euh, Alors, dans l'ensemble, moi, je trouve ça super positif. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on fait qu'on fait finalement le podcast, parce que bah, ça me fait plaisir d'en parler, parce que c'est une expérience positive. J'ai eu plein de phases, j'ai eu plein de moments où des fois tu es à fond, des fois tu as des doutes, etc. Et puis au début tu dis allez, je vais prendre un coaching, et puis après tu vois le prix, donc tu te dis aussi ah vas-y ça va être chaud. Donc tu dis bon allez vas-y je fais l'effort, donc tu fais. Euh, Après tu te dis bon bah on va voir est-ce que ça va être rentable ou pas, tu vois. Donc si je reste sur cette partie-là, bah moi à la fin, bah moi j'étais content, donc c'est pour ça on a continué quelques semaines en plus. Donc tu te dis ok c'était de l'argent mais c'était investi, donc moi j'ai eu un peu besoin, j'ai du mal à dépenser des trucs pour moi, et comme je te disais de déléguer, donc j'ai eu besoin d'un peu de faire mon deuil un peu, tu vois, de l'argent que j'ai Ouais. placé comme ça. J'ai mis à quelques mois quand même à vivre avec, mais du coup après, voilà, après du coup C'est j'étais plus content. Donc, psychologique après en fonction du c'était budget et psychologique, tout. Ouais. c'est ça. Donc je le regrette pas, mais voilà, forcément c'est un point aussi voilà. Donc après le suivi il a avancé. Au départ, bah, on avait fait un cycle de force. Donc là je me dis ouais, cycle de force à fond. Puis après on avait fait de la rési. Euh, et puis là, je me dis, ah, la résie, moi j'aurais plutôt fait de la force et tout, tu vois. Mm. Et donc, ça, c'est des moments où tu te dis, bon, vas-y. Mais en même temps, on est là pour faire confiance. Donc, bah, du coup, on fait confiance. Donc, on avait fait ces cycles-là. Après, puissance, moi j'avais bien aimé la puissance aussi, c'était chouette. Et puis après, je suis arrivé dans une autre période où j'ai commencé à avoir mal au doigt. Donc, j'avais pas commencé en ayant zéro douleur, donc j'avais déjà quand même un passif. Donc là, je commençais à avoir les douleurs montaient, etc. Ouais, Et parce là, que, on se pose la attends, question. je suis désolé, je te coupe. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, J'ai re-regardé les dates du coup pour remettre du contexte. On avait ouais, fini le premier suivi, c'était au mois de juin, en gros, si on arrondit. Non, ouais. 06 c'est. Non, c'est juin. Juillet, je crois. Non, juin. Ouais, mais c'est 05. Ouais. Donc ouais, mois de Ouais. juin. Et on avait repris du coup en semaine 17 sur du coup le mois de septembre. Donc en gros, tu as grimpé en autonomie juillet, août, enfin juin, juillet, août, tu vois, si on arrondit. Et du coup, à ce moment-là, Ouais. les douleurs étaient revenues, etc. Ouais. En fait, ouais, à la fin du suivi, on avait fait aussi cette période, là, juillet-août, comme c'était une période aussi plus calme, pour que je puisse, bah, enfin, comment dire, je n'étais pas allé grimper tout seul comme ça. Tu m'avais dit, bah voilà, il y a quand même des douleurs. Et je pense que c'est lié à beaucoup de choses. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu me dis, vas-y, tu fais une grimpe de volume, enfin, moi, j'avais jamais fait de grimpe de volume. Donc, moi, je grimpais que du bloc max, en gros, ou alors de la grimpe libre, mais il n'y a pas de séance volume. Et j'ai eu énormément de mal à trouver l'intensité du volume. C'est-à-dire que je grimpais beaucoup à climbing, et du coup, bah,
Dans le bleu, je m'emmerdais, c'était trop facile. Et dans le rouge, des fois, ça tirait trop sur les doigts. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'à la première partie du coaching, quand même, j'ai commencé à avoir des douleurs parce que sur les séances de volume notamment, j'avais du mal à bien jauger. Et à la fin de cette période-là, là, tu m'as dit, bah voilà, il y a juillet-août. Bah, juillet-août, on avait fait un plan ensemble. J'avais pas fait le truc tout seul dans mon coin. Tu m'avais pas lâché Ouais. comme ça. On avait fait un plan ensemble où tu m'avais dit, voilà, semaine 1, tu fais ça, semaine 2, tu fais ça, etc. Pour justement que j'arrive à mettre le doigt vraiment sur l'organisation, le nombre de séances, etc., qui a été nickel. Et c'est là où après, on avait repris en septembre. Et, parce que quand on avait fait les tests en juin, à la fin, il y a des tests que j'avais pas pu faire, notamment ceux de Rési, tout ça, les 5-5, tout ça, Parce j'avais que pas pu t'avais eu faire mal parce au que dos. j'avais trop mal. Et donc, on n'avait pas C'est pu ça. quantifier les gains non plus. J'étais arrêté, je faisais à 5 reps. Et donc, il y avait entre guillemets zéro gain à ce moment-là. Et zéro gain. Et du coup, après, il y a eu cette pause. Là, j'ai repris. Et dans cette période de reprise, du coup, ce qui a été vachement bien, c'est que du coup, en un an, j'avais des douleurs quand même au début. Et on n'a jamais arrêté de grimper. On a ajusté. Ouais. On a fait passer les douleurs. Et ça, pour moi, c'est ultra positif parce que l'année d'avant, bah, j'avais arrêté juste. Et là, en fait, j'ai jamais arrêté. J'ai continué à grimper. Voilà, on a ajusté des choses. Et après, les douleurs sont passées. Et aujourd'hui, moi, j'ai plus de douleurs. Par contre, après, on a vu les gains là sur les 5-5, tout ça, ils étaient super bien. Et avec cette marge, aujourd'hui, moi, par exemple, quand je fais une séance de volume, je vais dans le rouge. Et du coup, ça va, il y a nickel. C'est nickel. Et je crois que j'ai supprimé une séance de grimpe aussi. J'en fais que 3 alors qu'avant, j'en faisais 4. Il y avait une de volume en Ouais, plus. des Mais j'ai petites vraiment réussi à ajustements. trouver voilà, la bonne intensité, le volume qui fait que là, je le sens bien. Et maintenant, si je sens que bah, tiens, j'ai les doigts qui fatiguent, bah, avec tout ce qu'on a fait, bah, je vais me dire, bah, tiens, là, je vais faire ma séance de renfort. J'avais prévu de la faire le lundi, puis grimper le mardi parce que les contraintes, c'était ça. Bah, là, non, je vais faire le matin du mardi. Ouais. Comme ça, je me repose une semaine de plus. Et tout ça, en fait, ça fait que. Une certaine autonomie, en gros, par rapport à ton coaching. Enfin, par rapport à ton entraînement. C'est ça. Donc, du coup, si on lit ça à ta question de qu'est-ce que j'ai pensé du coaching, c'est qu'il y a aussi cette partie-là où on apprend beaucoup. Et après, on arrive aussi des fois à ajuster soi-même à certaines choses pour pouvoir avancer et continuer. Donc, ça, pour moi, vraiment, et du coup, à partir de la première partie, au final, j'avais quand même des douleurs et je me suis dit, tiens, j'ai fait un coaching, j'ai quand même des douleurs, mais en même temps, enfin, tout est pas magique, tu vois. Ouais, ça prend Moi, du c'est quand temps même aussi. des choses, hein. Voilà. Donc, poursuivons un peu, voir. Si je m'étais arrêté à la première partie, au final, j'aurais fait un coaching, j'aurais eu des gains, mais j'aurais eu mal. Je pense que j'aurais aujourd'hui une approche différente des choses. On a continué. Et finalement, bah, il y a plus de douleur. On a des gains qui, enfin, moi, je suis super content des gains que j'ai fait, que ce soit dans la grimpe ou sur les métriques. Et j'apprends encore plus de choses. Donc, des fois, il faut savoir persévérer un peu plus pour vraiment voir, aller au bout des choses pour que Ouais. ça soit ultra positif, quoi, tu vois. J'aurais bien aimé développer un peu sur toute cette dernière partie, Ouais. sur des fois pourquoi on propose des suivis qui durent 3 mois ou 4 mois, alors que des fois on sait que ça va prendre plus de temps que ça, etc. Parce qu'il y a vraiment aussi, comme tu disais, la contrainte du prix. C'est un truc Mm. où, enfin, nous on n'affiche pas forcément les tarifs en mode public et tout, parce que bah, si tu mets un site où tu dis, je sais pas, je dis un chiffre au hasard, le coaching c'est 3 000 euros, les gens ils vont pas voir tout ce que là tu viens de nous dire, tu vois, cette valeur derrière de j'ai appris à m'entraîner, j'ai plus de douleur, etc. Ils vont juste voir, ok, c'est 3 000 euros, jamais de ma vie je vais dépenser 3 000 euros dans ce truc là, tu vois. Et je vous rassure, c'est pas 3 000 euros le vrai prix du coaching, mais je Non, je dirais vais pas les pas vrais trop aimer. tarifs là en visio. Mais voilà, c'est vraiment ce truc de. C'est un investissement à faire à un point précis dans ta grimpe, enfin, dans ta carrière de grimpeur, on va dire, parce que tu sentais que vraiment là, tu étais dans une période où il y avait vraiment cette stagnation, ces douleurs et tout. Et au final, pour toi, ça a vraiment bien marché parce qu'il y a ce côté où tu m'as fait confiance sur une période qui est assez longue quand même, tu vois. Donc, 28 semaines, ça fait quoi? Ça fait Ça 7 fait mois à 7. peu près, ouais. Ça fait 6 7 mois. Ouais, c'est à peu près ça. Donc en gros, si on arrondit bon, je pense avec la période de pause et tout, ça fait quasiment un an, tu vois, si on prend tout en compte. Mais voilà, en gros, sur cette année-là, tu as quand même fait des gains qui sont vraiment bien, que ce soit en termes de métrique, en termes de niveau de grimpe. Et après, là, comme je t'ai dit, même par rapport à ce qu'on a fait en présentiel, par rapport à la séance de Kilter et tout, vraiment, ça va se jouer dans la partie technique, le transfert en fait. Tu as vraiment de grimper avec contrainte, de faire de la répétition, de faire des styles que tu n'as pas l'habitude. Typiquement, tu vas juste grimper un peu plus souvent sur la kilter, ça va très bien se transférer en extérieur. Si on n'en abuse pas trop non plus, moi c'est un truc que j'ai pu faire personnellement et ça, pour le coup, ça a un peu moins bien marché. Mais voilà, enfin, on tombe tous dedans, hein, dans le piège de vouloir en faire trop, d'un truc en particulier et tout, et ça revient toujours à ce truc-là de
Comme tu dis, quand tu es suivi, si le coach te dit, bah non, aujourd'hui, c'est pas bloc max kilter, même si tu es en forme, c'est plutôt voilà, volume dans les blocs commerciaux, bah tu vas le faire parce qu'il y a aussi ce côté un peu psychologique derrière de j'ai fait un investissement, je fais confiance à la personne. Et c'est ça qui fait que ça marche aussi. C'est vraiment un tout. Et ouais, c'est pour ça que moi j'aime bien coacher. C'est pour ça qu'on continue hein, aussi d'ailleurs maintenant avec Ascension et tout. Mais bah écoute, pour moi, ce sera vraiment le mot de la fin. Pour faire très simple, je te ferai la semaine 29 et je te dis quand c'est à jour. Je ferai ça cette semaine, je pense. Peut-être vers jeudi, vendredi. De toute façon, je te renverrai un message quand c'est à jour. Je te réexpliquerai vraiment tout ce que j'ai voulu mettre dans cette semaine 29. Euh, Si jamais on reprend un suivi plus tard ou quoi, pareil, je te redirai tout ça une fois que je t'aurai fait la semaine 29. Et bah en vrai, merci Jorel pour l'étude de cas, parce que vraiment, profil hyper intéressant, que ce soit en termes de moi, l'énergie que j'ai mis et l'expérience que j'ai pris dans le coaching avec toi, et bah, toi, les résultats concrets que t'en tires. Donc franchement, pour moi, c'est win des deux côtés. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin, ou est-ce que tu veux redire un truc juste avant qu'on finisse la visio? Ouais, peut-être un truc super court sur les retours vidéo. C'est que des fois, j'étais persuadé de faire les bons mouvements, les bonnes suspensions, genre les trois doigts tendus, nickel. Et en fait, tu me dis, bah non, là, t'as ton doigt, ceci, cela, tu vas te blesser. Donc, voilà, c'est juste un petit aparté là-dessus où ça aussi, il y avait quand même vachement plus-value. Et sinon, ouais, non, pour le mot de la fin, bah, moi, je suis content, hein, puisque finalement, je fais un coaching, je suis reparti encore pour 3000 plus, et après, on fait cette visio, et on a fait une séance en présentiel aussi. Donc, forcément, c'est que j'étais content. Non, mais c'est cool. Donc, Et puis ça me donne plein de pistes pour la suite. Et de toute façon, bah, de toute façon, je t'en reparle dès que je t'ai planifié la semaine 29. ouais, Je suis désolé, j'ai une visio là juste après. Du coup, je vais pas de couper. problème. Mais Ouais. pareil, je te renverrai hein, quand j'aurai fini le montage de l'étude de cas, tout ça, avant de publier et tout. Je pense que ça arrivera fin février, je pense. Parce que Mhm. j'en ai deux autres à mettre avant. Mais en tout Ok. cas, trop bien. Je te fais la semaine 29, là, comme je t'ai dit. Et je te tiens au courant de quand tout ça, c'est à jour. Et n'hésite pas, hein, si tu as des questions entre-temps, s'il y a des trucs où, je sais pas, si tu as besoin aussi, je pourrais te renvoyer la visio pour que tu repasses sur les points précis sur la partie bilan des tests. Peut-être je suis allé un peu vite sur certains trucs. Mais voilà, en gros, on se tient au courant. Je te fais la semaine 29 et je te renvoie toutes les infos et tout. Et, euh, et ouais, merci encore pour l'étude de cas. Là, je t'en prie. Merci à toi. Et puis, bonne visio. Bonne journée. Ciao, ciao, bonne semaine, on se tient au courant. Ouais.